Bonjour à toutes et à tous. En fait, dans ces affiliations, je les ai mentionnées parce qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes sur cette première diapositive. Il y a le titre, déjà, qui est le sujet dont on va parler, la nouvelle cuisine au carré. Vous allez voir pourquoi assez rapidement. L'idée étant de décortiquer un peu comme le présente cette allégorie du hamburger, qui est quand même un aliment phare dans notre culture, comme vous le savez. Et donc l'idée, ça va être un peu de décomposer, pas spécialement le hamburger, mais de décomposer un peu ce qu'il y a dans nos assiettes aujourd'hui. On va parler en tout cas d'une cuisine, pas forcément d'une cuisine de cantine, mais ça va plutôt être justement d'une cuisine de restaurant qu'on appelle souvent de la haute gastronomie. À tort d'ailleurs, le mot gastronomie est un peu galvaudé là-dessus, on va y revenir. Et ce qui est important aussi, c'est mon mail, évidemment. Si je le mets, c'est pour qu'il puisse servir. Donc si vous avez des questions, vous les posez, évidemment, pendant que je suis là. Si vous en avez après coup, vous n'hésitez pas non plus. Donc voilà, lavel.mnhn.fr, n'hésitez pas. En général, je réponds assez rapidement. Si je réponds pas rapidement, c'est que j'ai pas reçu votre mail, donc il faut le renvoyer. Et le reste, en fait, effectivement, donc moi, je suis chargé de recherche au CNRS. Donc CNRS, c'est mon employeur. Le muséum, c'est l'endroit qui héberge mon laboratoire, donc dans le Jardin des Plantes à Paris. La Sorbonne Université, c'est le groupement universitaire dont dépend notamment, dans lequel est englobé le muséum. Et autrement, il y a aussi l'ESP, qui est en fait l'endroit où j'effectue la plupart de mon enseignement, qui est là où on forme les professeurs. Et donc, je suis notamment responsable de la formation des professeurs de cuisine, sur les aspects, évidemment, et l'aspect scientifique. Et Disciples d'Escoffier, qui est une association de chefs, mais pas que de chefs, puisque j'en fais partie, donc il y a quelques non-chefs, qui est en fait une association professionnelle, mais dont le but est notamment de communiquer autour de la cuisine et de favoriser la transmission des connaissances en cuisine. Et aussi le Cordon Bleu, qui est une école internationale, pour le coup une école de cuisine professionnelle, donc dans laquelle j'interviens souvent, cette fois-ci donc pour vraiment un public de cuisiniers. Donc voilà un peu finalement ce qui résume un peu ce dont on va parler, c'est-à-dire qu'il va être question de science, d'où ces logos qui sont quand même les affiliations de mes laboratoires, de mon laboratoire, et puis il va être beaucoup question de cuisine évidemment, et on va essayer de faire la jonction entre les deux, sachant qu'on va rester assez soft au niveau scientifique, parce qu'en une heure il faut qu'on puisse survoler un peu tout, donc plutôt que de décortiquer un système comme la mayonnaise, c'est qu'on pourrait parler pendant une heure de la mayonnaise. Si on veut vraiment entrer dans le détail des composés qu'on y trouve et des propriétés qu'elle confère à la mayonnaise. J'ai choisi un peu l'autre biais qui est plutôt de prendre la porte d'entrée de la cuisine et du coup plutôt de dérouler un certain nombre de choses qui se font maintenant en cuisine en mentionnant rapidement un peu pourquoi ça peut être intéressant scientifiquement. Et derrière, chacune mériterait évidemment d'être développée dans le détail, mais voilà, ça ne va pas être possible en une heure. Une seule chose quand même avant de vraiment se plonger dans les plats. Il y a quelque chose qui est extrêmement important dans ce domaine-là, en sciences comme en cuisine pour le coup, c'est de faire attention au vocabulaire et de savoir de quoi on parle. Et le problème survient dès le début, à savoir par exemple cette confusion que je mentionnais tout à l'heure entre gastronomie et cuisine, qui est une confusion courante malheureusement, alors qu'il s'agit de deux activités et deux domaines bien distincts. Et pour ça, pour s'en convaincre, le mieux c'est de revenir à l'histoire. On a de la chance qu'on a la trace du mot gastronomie. Gastronomie, ça vient du grec gastronomia. Donc, grosso modo, on pourrait traduire ça comme la loi du ventre, ou la loi de l'estomac. Et il faut attendre 1801 pour que ça arrive en langage moderne, en français en l'occurrence, donc sous la forme gastronomie, dans un poème de Joseph Berchoux que tout le monde a oublié. On va dire que le texte n'est pas captivant, mais en fait, ce mot a été repéré en 1825, donc quelques 20 ans plus tard, après Joseph Berchoux, par un auteur plus connu, qui est passé à la postérité, en tout cas, donc Brillat-Savarin, Jean-Anthelme Brillat-Savarin, qui au-delà d'être un fromage était quand même un personnage avant, donc un notable en l'occurrence, et qui a fait un certain nombre d'écrits juridiques dont tout le monde se fout, ce qui ne sont pas très très passionnants pour aujourd'hui, mais par contre il a publié cette physiologie du goût, qui est son ouvrage phare, et qui est vraiment, je dirais, l'œuvre de littérature incontournable quand on s'intéresse justement à la gastronomie, et dans laquelle il définit, donc pour la première fois, il pose une définition de la gastronomie, comme connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Donc c'est merveilleux parce que l'essentiel est dit, la gastronomie c'est de la connaissance.
Donc un discours gastronomique, enfin, la gastronomie est un discours et de la connaissance. Donc c'est pas une cuisine de riche ou une cuisine sophistiquée, ou etc. C'est le fait de parler de la cuisine, de comprendre la cuisine. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre culture. Je vous rappelle que le repas gastronomique des Français est passé au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO en 2010. Et que c'était la première fois qu'un patrimoine justement culinaire, pour le coup, était reconnu comme patrimoine immatériel de l'humanité. Alors depuis, il y a eu d'autres, il y a le Mexique, le Japon, la Croatie et d'autres. Mais ce qui est important de retenir, et ce qui a été peut-être pas très bien compris à l'époque, on a vu dans les médias qui n'avaient pas vraiment creusé le sujet, c'est que ce qui est passé dans ce patrimoine, c'est pas la cuisine des Français, c'est pas les recettes, c'est pas le cassoulet ou alors qu'il y a d'autres pays, par exemple la Croatie, ils ont dû faire passer leur pain d'épices ou quelque chose comme ça. Mais donc c'est pas du tout les recettes qui étaient passées dans le dossier des Français, c'est le repas gastronomique des Français. Donc c'est cette manière de se réunir, de discuter, de parler pendant 3 heures d'un accord entre un fromage et un vin, et donc toute cette culture qui va autour de l'alimentation, qui est alors pas propre aux Français, mais qui est particulièrement identifiée dans notre culture et dans d'autres évidemment tout aussi bien, mais c'est cette culture qui a été mise en avant, c'est pas les recettes. Donc la gastronomie, c'est de la connaissance. Et ce qui est très bien de Brillat-Savarin, c'est qu'il a eu cette intelligence de dérouler sa définition. Et dans cette définition, il pose très bien le fait qu'on a affaire à une connaissance par nature interdisciplinaire. On parle beaucoup aujourd'hui de l'interdisciplinarité. Dans toutes les universités, on essaie de pousser les étudiants vers l'interdisciplinarité. On fait des labos interdisciplinaires dans lesquels on force, entre guillemets, pour le meilleur et pour le pire, ça dépend des occasions, donc des physiciens, des chimistes, des mathématiciens, des biologistes à travailler ensemble sur des sujets. Dans les filières, on essaie de faire des passerelles, ce qui est très très bien. Et historiquement, voilà, il n'a pas fallu, enfin, il fallait pas attendre. C'est pas quelque chose de récent, dans le sens qu'on voit déjà dans cette notion discutée par Brillat-Savarin que la gastronomie est une connaissance par nature interdisciplinaire, puisque, alors il donne son but, de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. Et après, il explique qu'elle tient à un certain nombre de disciplines, comme l'histoire naturelle, qu'on pourrait considérer comme la biologie, par la classification qu'elle fait des substances alimentaires, à la physique, par l'examen de leur composition et de leur qualité, à la chimie, par les diverses analyses et décompositions qu'elle leur fait subir, à la cuisine, par l'art d'apprêter les mets et de les rendre agréables au goût. Donc la cuisine est une des composantes de la gastronomie. En l'occurrence, c'est la composante technique, c'est celle qui va nous permettre de créer des plats. Mais cette composante technique va se baser sur un certain nombre de connaissances qui peuvent être biologiques, physiques, chimiques. Et puis on peut dérouler aussi, il pense aussi à l'économie politique, par les ressources qu'elle présente à l'impôt, etc. On pourrait dérouler, on pourrait continuer à parler par la psychologie, par la perception des aliments, l'écologie pour le développement durable, etc. Par la physiologie, bien sûr, la nutrition. On pourrait comme ça dérouler à peu près tous les champs de la connaissance et montrer à quel point de quelle manière ils ont leur mot à dire sur l'alimentation. Et c'est un exercice qu'on peut faire vraiment, je vous dis, dans toutes les disciplines. Il y a peut-être que l'astrophysique qui résiste un peu, parce que l'astrophysique, alimentation ou physique nucléaire, c'est des domaines qui sont un peu plus difficiles à connecter à l'alimentation. Mais globalement, voilà, il y a quand même évidemment toutes les sciences humaines, sciences de l'homme, anthropologie, sociologie, géographie, histoire, tout ça, on peut, bien sûr, ont leur mot à dire sur l'alimentation. Donc ça, c'est du côté de, on va dire, quelqu'un qui d'ailleurs dans sa biographie est défini comme un gastronome. Du côté des chefs, on prend un des plus illustres, Escoffier, qui était lui-même disciple d'Antonin Carême, et qui a cette phrase passée à la postérité dans la préface de son guide culinaire: la cuisine, sans cesser d'être un art, deviendra scientifique et devra soumettre ses formules empiriques trop souvent encore à une méthode et une précision qui ne laisseront rien au hasard. C'est merveilleux que ça vienne d'un chef, c'est vraiment un appel du pied, un chef qui dit: moi, dans mon activité professionnelle, j'ai besoin d'une connaissance, et pour mieux travailler, pour mieux maîtriser ce que je fais, cette connaissance, elle est scientifique. Et on voit déjà la connexion qui peut se faire entre les scientifiques et les chefs. Cette association dont j'ai parlé, Disciples d'Escoffier, voilà un peu son code de conduite, son leitmotiv. L'esprit d'Escoffier, c'est la transmission des connaissances. Donc on est dans un acte qui se fait très bien en cuisine, transmission de maître à disciple et de savoir. Le respect de la culture, parce que c'est important de connaître son histoire pour avancer, mais aussi, justement, il faut avancer. L'évolution perpétuelle de la cuisine. C'est-à-dire qu'en aucune manière, respecter l'esprit d'Escoffier consisterait à respecter une espèce de tradition culinaire qui en fait n'existe pas. Ça n'existe pas, la tradition culinaire, puisque une tradition, c'est forcément à un moment donné. C'est-à-dire que la tradition des années 60 n'est pas la même que la tradition des années 20 ou du XVIIIe siècle ou du Moyen-Âge. Donc la tradition est un concept complètement fantôme. Quand on parle de cuisine traditionnelle, ça ne veut juste rien dire. Ça correspond toujours à une cuisine qui a évolué, qui à un moment donné dans l'espace, on peut la caractériser.
mais il n'y a pas une cuisine plus traditionnelle qu'une autre, où chaque cuisine, à un moment donné, est amenée à devenir traditionnelle après. Et donc cette notion d'évolution perpétuelle de la cuisine est fondamentale, et Escoffier, de son temps, avait beaucoup œuvré pour justement transformer la cuisine, créer des nouvelles recettes, créer une nouvelle manière de travailler, et faire évoluer les choses. Et je termine par une citation, juste pour cette diapositation justement, de Nicolas Curti, grand physicien, d'origine hongroise, mais qui a fait sa carrière du côté d'Oxford, et qui a donné cette fameuse conférence en 1969 dans la Royal Society, qui est un peu l'Académie des sciences anglaises. Et voilà, I think it's a sad reflection on our civilization that while we can and do measure the temperature and the atmosphere of Venus, we don't know what goes on inside our soufflé. Donc, c'est quand même pas mal. Un scientifique qui était extrêmement réputé et respecté par ses pairs, d'avoir l'audace, entre guillemets, devant une assemblée pas très très marrante, en 1969, ce qui remonte déjà, de faire une conférence pour dire que les soufflets étaient plus importants que Vénus. Et dans le fond, son appel était vers tous ses collègues, physiciens et autres, en disant, mais justement, les scientifiques ne se penchent sans doute pas assez sur des sujets qui pourraient paraître anecdotiques, mais qui ne le sont pas du tout, parce que ce qui touche à l'alimentation, c'est fondamental, et c'est beaucoup plus concret, plus proche de nos préoccupations quotidiennes, que Vénus, qui nous fait peut-être rêver, parce qu'effectivement, c'est une planète, ou comme les étoiles, c'est magnifique, j'ai rien contre l'astrophysique, au contraire. Mais voilà, ça fait rêver, mais il faut reconnaître que c'est inaccessible. Donc c'est très bien de s'intéresser à Vénus et aux galaxies, mais ça serait aussi très bien de s'intéresser à ce qui se passe dans un four. Quand je mets du blanc d'œuf avec une béchamel et que je le mets à 200 degrés et que ça fait ce que j'espère être un soufflé, si ça se passe bien, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Si ça se passe pas bien, j'aimerais bien comprendre pourquoi aussi. Et les implications sont sans doute plus importantes que si j'arrive à mesurer la température dans l'atmosphère de Vénus. En tout cas, c'est son point de vue. Et donc, évidemment, c'est fortement discutable, mais c'était bien, cette accroche était intéressante. Et du coup, le moléculaire est arrivé à peu près à cette époque-là. C'est-à-dire que Nicolas Curti, avec Hervétis à ce moment-là en France, effectivement, ont pas mal discuté ensemble, et puis ont décidé, ils avaient à peu près la même idée de faire rassembler une communauté de scientifiques qui s'intéresseraient à la cuisine. Et du coup, ils ont décidé que pour ça, il fallait sans doute créer une discipline. Et puisque la connaissance de l'alimentation, c'est la gastronomie, ils se sont dit, la connaissance de l'alimentation, la connaissance physico-chimique de l'alimentation, ça sera juste de la gastronomie moléculaire. De la même manière qu'on a créé la biologie moléculaire dans les années 40. C'est qu'avant les années 40, il y avait la biologie. Et puis apparemment, il y a des physiciens et des chimistes qui se sont mis à s'intéresser à la biologie à l'échelle moléculaire. Les gens ont commencé à parler d'une biologie qui était moléculaire. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour la gastronomie. Et du coup, on peut définir la gastronomie moléculaire comme une discipline scientifique qui cherche les mécanismes des phénomènes qui surviennent lors de la transformation et de la consommation des mets. Il ne faut pas oublier cette consommation qui est importante. Je cherche à comprendre tout ce qui se passe autour de l'alimentation. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe quand je cuisine, mais aussi qu'est-ce qui se passe quand je mange. Parce qu'évidemment, la finalité quand même de la cuisine, ça va être à un moment ou à un autre de manger. Je propose une deuxième définition. Ça, c'est la définition proposée par Hervétis, qui est tout à fait pertinente. J'en propose une deuxième qui est peut-être plus connectée à l'histoire, justement, et par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est gastronomie moléculaire. Finalement, il suffit de paraphraser Brillat-Savarin et dire que c'est la connaissance raisonnée à l'échelle moléculaire de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Et à moindre effort, comme ça, on a une belle définition qui colle avec l'histoire et qui nous explique bien qu'on a affaire à de la connaissance. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est à l'échelle moléculaire. Donc c'est de la physico-chimie, effectivement. Et du coup, les ennuis ont commencé à partir du moment où les gens, enfin les journalistes notamment, et les chefs aussi, ont commencé à parler d'une cuisine moléculaire. Alors là, le mélange des genres, on a vu qu'il ne fallait pas mélanger gastronomie et cuisine, et là, bim, ça a été mélangé avec ce courant moléculaire, avec des gens qui se mettaient donc à dire que voilà, il y a des chefs, tiens, tel chef fait de la gastronomie moléculaire ou de la cuisine moléculaire, ils utilisaient les deux, ou inverse, il y en a qui disaient Hervétis, il a un laboratoire de cuisine moléculaire. Ça n'a pas de sens du point de vue épistémologique, parce qu'on a vu qu'une connaissance peut effectivement être moléculaire, si c'est une connaissance à l'échelle moléculaire, mais une cuisine ne peut en aucune manière être moléculaire, ça n'a pas de sens. Cuisine, on a vu que c'était l'art d'apprêter les mets. Donc l'art d'apprêter les mets à l'échelle moléculaire, ça veut à la fois tout et rien dire. C'est que oui, effectivement, dès que je vais cuisiner, je vais faire des réactions chimiques, je vais faire des transformations physiques qui sont à l'échelle moléculaire, mais il n'y a pas de style particulier de cuisine qui va avec ça. Effectivement, quand je fais de la cuisine, je transforme. Je fais des tas de réactions moléculaires, mais aussi bien quand je fais un cassoulet que quand je fais une perle d'alginate avec de l'acide citrique, quoi. Donc, dans tous les cas, on est à l'échelle moléculaire, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, on peut essayer, alors Hervétis avait défini ça comme un style de cuisine qui utilise les résultats de la gastronomie moléculaire et contribue à rénover les techniques culinaires.
Mais ce mot moléculaire reste contesté et du coup, il y a beaucoup de chefs qui utilisent d'autres mots. En plus, moléculaire, comme ça sonne un peu chimique pour le coup, il y a des chefs qui disent mais c'est pas vendeur du tout pour mon activité. Alors ils utilisent des mots plus artistiques. Donc il y a des chefs qui disent qu'ils font de la cuisine techno-émotionnelle. Parce qu'ils utilisent de la technique pour créer de l'émotion. Ça, c'est plutôt Ferran Adrià. Des chefs qui font du déconstructivisme culinaire pour montrer qu'ils déstructurent la matière et éventuellement derrière ils font du constructivisme pour reconstruire un plat. Il y a des chefs qui font de la cuisine d'avant-garde ou de la cuisine moderne ou de la cuisine moderniste ou de la cuisine d'art et d'essai ou de la cuisine contemporaine. Chacun y va de son mot qui est beaucoup plus connoté art que science. Et bon, après, c'est un débat purement de communicants, on va dire, mais ce qui est important à retenir, c'est que dans tous les cas, le mot moléculaire reste bancal à côté du mot cuisine. On peut décider arbitrairement que ça va correspondre à un certain style de cuisine qui est connecté à la gastronomie moléculaire, mais ça restera un peu bizarroïde comme appellation. Du coup, si on veut effectivement préciser un peu cette dichotomie, si on reprend ce qu'avait écrit Hervé dans sa thèse, à l'époque, il avait même lui-même reconnu d'ailleurs qu'il avait mélangé les deux et que plus tard, il est revenu sur sa définition en disant attention, il faut bien séparer ce que j'avais englobé dans la gastronomie moléculaire. J'avais fait une erreur. La gastronomie moléculaire, c'est que ces deux premiers principes. Les deux autres sont de la cuisine, éventuellement moléculaire si on veut l'appeler. Donc ces principes, c'est une exploration physico-chimique des dictons culinaires, c'est-à-dire de tout ce qu'on trouve dans les recettes. Mettez les œufs 2 par 2, fouettez avec un filet de jus de citron, n'oubliez pas d'enlever le couvercle de la casserole quand vous cuisinez vos haricots verts, etc. Tous ces petits trucs qu'on trouve dans les recettes, on va essayer de les explorer, de les décortiquer. Et éventuellement modéliser des pratiques. Quand je cuis un œuf, qu'est-ce qui se passe ? Tiens, le blanc qui était translucide devient opaque et caoutchouteux, le jaune qui s'est coulé devient figé et puis un peu farineux si je le cuis trop, il y a éventuellement du vert qui apparaît en surface, il se passe plein de choses. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? À l'échelle moléculaire, quels sont les mécanismes en jeu ? Et cuisine moléculaire, du coup, éventuellement, si avec cette connaissance, on introduit des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, des nouveaux ingrédients, ou qu'on fait des nouveaux plats avec les chefs, donc on a une activité, mais qui devient une activité de production, donc technique, et donc on peut effectivement beaucoup plus s'apparenter à de la cuisine. Si je veux vraiment résumer, ça serait ça, se dire, quand je suis en train de faire un plat, clairement je fais de la cuisine. Je peux décider de l'appeler moléculaire si pour faire ce plat, j'ai fait appel à une connaissance scientifique, mais du coup, cette connaissance, elle vient non pas de la cuisine, mais elle vient de la gastronomie moléculaire. Typiquement, voilà un sorbet flambé d'Eston Blumenthal, un chef 3 étoiles à côté de Londres, là. Donc c'est un sorbet qui flambe, n'est-ce pas ? Jusque-là, tout va bien, mais sauf que quand il a fini de flamber, alors qu'il a flambé pendant un moment et qu'une flamme, ça atteint facilement les 1000 degrés, il n'est toujours pas fondu. Donc clairement, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'un sorbet qui a flambé et qui n'a pas fondu fait qu'il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, il faut le chercher dans l'appareil, dans la texture du sorbet, ce qu'on appelle dans l'appareil à sorbet, dans la base, et dans lequel il y avait sans doute un ingrédient qui l'a empêché de fondre. Alors en l'occurrence, là, le scientifique peut expliquer que oui, si on met un peu de gélane, c'est un polysaccharide qui résiste très bien aux montées en température, donc ça va permettre de maintenir le sorbet cohésif, même s'il monte en température, un peu comme un gel. Donc tout ça, ça s'explique, mais clairement, on a la partie scientifique qui est les mécanismes qui éventuellement ont permis de faire quelque chose, mais ce quelque chose, quand il est cuisiné, c'est plus de la science, c'est de la cuisine. Et du coup, c'est quoi la science qu'il y a derrière en fait ? La science qu'il y a derrière, c'est une science de la matière. Le cuisinier et donc le gastronome moléculaire qui étudie cette cuisine, il faut qu'il ait une connaissance de base, on va dire, en chimie, en biologie, en physique, et tout ça pour comprendre la matière. Notamment la matière biologique, ce qu'on cuisine, c'est de la matière biologique, que ce soit un morceau de viande ou une feuille de salade ou un haricot vert, tout ça, c'est de la matière biologique ou des composés extraits de cette matière, que ce soit du sucre ou de la farine. Et donc cette matière, il faut la comprendre et il faut reconnaître qu'on est souvent, si on reste collé à ce qu'on a appris quand on était petit, à savoir la matière, elle est soit solide, soit liquide, soit gazeuse, ce qui est pratique quand on fait des petites expériences avec de l'eau. On se dit, là je la congèle, et puis là j'augmente l'agitation thermique, ça commence à bouger, c'est liquide, c'est fluide, et puis si l'agitation thermique continue d'augmenter, les molécules d'eau vont se décrocher et devenir gazeuses. Ça marche très bien pour l'eau, c'est super. Mais le problème c'est que l'eau, on ne va pas beaucoup la cuisiner, elle intervient beaucoup dans les aliments évidemment, qui sont composés majoritairement d'eau, mais on ne va pas aller très loin avec ça. Par exemple ce truc-là, c'est je sais pas quoi, on dirait une mousse, peut-être de la chantilly, c'est peut-être autre chose. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est ni gazeux, ni liquide, parce que ça ne s'écoule pas, ni solide. Parce que si je le prenais, effectivement, c'est une texture molle, mousseuse. Ça peut éventuellement s'écouler un tout petit peu si je penche beaucoup ou si j'applique
une force. Donc clairement, j'ai un système que je ne vais pas pouvoir décrire comme étant un solide, un liquide ou un gaz. Donc c'est un autre état de la matière. Et c'est cette fameuse énorme famille de la matière molle. C'est-à-dire des trucs qui sont mous, plus ou moins, visqueux, élastiques, enfin bref, une matière qui effectivement ne rentre pas dans ces critères-là. Et donc ça, il va falloir la comprendre, cette matière, parce que c'est celle-là que le cuisinier cuisine. C'est avec celle-là que le cuisinier travaille. Et donc ça peut être voilà, ce genre de choses. Alors ça, c'est un peu de la jelly des Anglais, là, pour rendre un bel hommage aux très très fins gastronomes que sont les Anglais. Et donc une matière molle, mais qui s'écoule éventuellement quand on applique, quand on fait tomber plat, on a l'impression que ça s'écoule momentanément, mais en fait ça reprend sa forme. Donc c'est un peu entre les deux, ce qu'on appelle un gel en l'occurrence. Là, un œuf, c'est un gel aussi, il y a une espèce de jaune plus ou moins pâteux, plus ou moins solide, suivant comment il est cuit. Pareil pour le blanc, il peut être très fragile s'il est cuit à 62, 63, 64 degrés, il va être plus solide à 70 ou évidemment à 100 degrés. La viande, qui a un ensemble de tissus avec des cellules dedans, donc une espèce de gel aussi, mais un gel structuré. Le poisson, pareil. Le haricot vert, qu'est-ce que c'est? On peut le casser, un haricot vert bien frais, mais c'est pas un solide, c'est pas parce qu'on peut le casser que c'est un solide. Il y a une rigidité manifestement qui est donnée par le réseau de pectine, mais bon, et puis quand on le cuit, il va s'assouplir. Alors ça veut dire quoi, que ça s'assouplit? Il va se ramollir éventuellement. Le miel très très visqueux. Donc tout ça, c'est de la matière qu'il va falloir comprendre. Clairement, les changements d'état ne sont pas du tout les mêmes. La viande, je ne vais pas pouvoir l'évaporer. Bon. L'œuf non plus. Mais même des systèmes simples, le sucre, je ne peux pas l'évaporer. C'est-à-dire que le sucre, il est solide, je dis jusque-là tout va bien, je le chauffe un peu, il devient liquide, jusque-là tout va bien, et je continue à le chauffer, il ne s'évapore pas. C'est-à-dire qu'il ne se comporte pas comme j'aurais envie qu'il se comporte avec ces trois états de la matière que j'ai en tête. C'est que les molécules de sucre, même quand je les agite, elles ne s'en vont pas, elles se transforment. Et ça fait du caramel. Pareil pour l'huile. L'huile, je la mets au frigo, elle fige, je la chauffe, elle devient liquide, mais je continue de la chauffer, elle fait de la fumée. Et puis elle se transforme, et du coup c'est inflammable, c'est cancérigène, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Mais ce n'est pas l'huile qui se transforme en vapeur, elle se transforme en autre chose qui n'est plus de l'huile. C'est de l'huile dégradée, d'où le danger que ça génère. Donc clairement, ces trois états de la matière ne vont pas être pertinents en cuisine, ou alors évidemment pertinents pour décrire le comportement de l'eau dans les aliments. Ça oui, effectivement. Je fais chauffer mon soufflet. Dans mon soufflet, il y a des blancs d'œufs, donc de l'eau. Effectivement, et au four, l'eau va se vaporiser, oui, et donc ça va augmenter le volume des bulles à l'intérieur, et donc ça va faire gonfler mon soufflet. Donc la compréhension des changements d'état de l'eau est importante pour comprendre un certain nombre de choses qui se passent en cuisine. Ma pâte feuilletée, elle gonfle parce que l'eau se vaporise entre chaque couche de pâte étalée avec le beurre qui permet d'étanchéiser les différentes couches. Donc oui, c'est pertinent, mais pas pour tout et pas pour beaucoup de systèmes dont on va essayer de comprendre la structure dans la masse, on va dire. Prenez les cuissons. Le cuisinier, si je caricature, il cuit. Donc il y a une transformation qui va être principalement chimique dans la matière, et puis il va mélanger des trucs. Donc un acte physique, effectivement, de déstructurer de la matière. Donc il va faire des cuissons et faire des sauces. Enfin, c'est vraiment caricatural, mais c'est un peu ça l'idée. C'est que si je veux maîtriser la cuisine, si je fais une belle cuisson et une belle sauce, normalement mon restaurant ne doit pas trop mal marcher. Donc d'abord, faire une belle cuisson, ça va imposer un certain nombre de contraintes. Vous voyez ici une image tirée d'un livre, un moderniste cuisine, qui a fait beaucoup de manips très intéressantes comme ça, en coupant des systèmes en deux pour voir ce qui se passe en transparence, dans la masse. On voit bien qu'il y a un front de température qui est identifiable par un changement de couleur, un changement de texture sans doute, mais ça, il faudrait toucher la viande pour le voir, un changement de goût, mais il faudrait goûter. Et avec l'habitude, on sait que là-dedans, on va avoir une viande juteuse, moelleuse, et puis là, on va avoir une croûte qui a un bon goût de grillé, en l'occurrence, qui est due aux réactions de Maillard. Donc, puis au milieu, on a une viande qui n'est pas très intéressante, qui est un peu grise, un peu sèche, mais qui est nécessaire parce qu'il a bien fallu que la chaleur se propage d'une manière ou d'une autre. Enfin, en tout cas, pour cuire ça, il y a de la chaleur qui s'est propagée. Et on peut aussi décider, ce que font beaucoup de chefs, de cuire à l'équilibre dans la masse, c'est-à-dire qu'en fait, ils mettent le morceau de viande sous vide, et cette fois-ci, au lieu de le cuire avec un front de température sur une plaque chaude, ils vont le cuire dans un bain-marie. Donc ils vont par exemple mettre le morceau de viande à 53 degrés. Donc là, à 53, il y a une chaleur qui diffuse doucement jusqu'à cœur, et au bout d'une demi-heure, toute la viande est à 53 degrés. Donc l'ensemble de la viande cuit dans la masse à 53 degrés. Donc j'ai une cuisson homogène qui peut être intéressante si je cuis pas trop, mais évidemment, si je cuis à 72 degrés, je vais avoir que de la viande grisée comme ça, qui est très sèche et qui n'a pas beaucoup de goût. En fait, ce que font les chefs souvent, c'est qu'ils font une cuisson en plusieurs étapes. Ils cuisent sous vide. Dans un bain-marie, par exemple, ils vont se mettre à, à 55 degrés. Il va y avoir une belle viande juste gélatinée. Enfin, c'est-à-dire que les protéines ont commencé à coaguler pour faire une cuisson. Donc j'ai une viande qui emprisonne le jus. Mais en même temps, je n'ai pas de goût. J'ai juste une belle texture. Mais du coup, quand je vais la sortir, je vais la passer à la poêle très rapidement.
juste pour déclencher cette légère croûte grillée qui a le bon goût des molécules de viande grillée des réactions de Maillard. Et à l'intérieur, ça va rester la transition entre le grillé et le quasi cru, enfin le juste gélatinisé, va être très brutale. Donc j'ai juste le bon goût de la viande et le moelleux directement à l'intérieur. Donc ce qui peut être intéressant comme technique de cuisson. Beaucoup de travail qui peut être fait aussi sur la cuisson des végétaux. Là, c'est des brocolis. Je veux maîtriser leur texture pour qu'ils soient croquants, mais qu'ils soient quand même un peu attendris. Mais je ne veux pas qu'ils perdent leur couleur. Alors, le problème de la chlorophylle, c'est que si je la chauffe dans de la flotte, souvent, on voit bien si on cuit des haricots verts ou des brocolis trop longtemps, ils deviennent marrons. Donc, il s'est passé une réaction chimique que je veux essayer de comprendre. Parce qu'une fois que je l'aurai comprise, j'aurai peut-être un moyen de lutter contre. C'est-à-dire que je pourrais me dire, oui, je suis tranquille, je peux cuire mes brocolis jusqu'au point que je veux, ils ne perdront pas leur couleur parce que, pour maîtriser la couleur, j'ai maîtrisé en l'occurrence le pH du milieu. Parce que la déstabilisation de la chlorophylle, elle est due au fait que le milieu devient acide. Donc si je veux l'empêcher d'être acide, je mets un peu de bicarbonate de soude et je sauve le truc. Donc voilà la compréhension des phénomènes qui peut donner lieu à une pratique de travail, une technique. Donc le chef va décider effectivement de mettre un peu de bicarbonate de soude dans sa cuisson pour éviter que le milieu devienne acide et du coup il est sûr de garder une belle couleur verte. Voilà une image de transformation du sucre en caramel faite par Jacques Onvaux, en l'occurrence un ingénieur qui a fait cette manip tout à fait intéressante. Enfin la manip, tout le monde l'a faite, mais il a eu ce rendu intéressant, à savoir qu'il a filmé, il n'a pas filmé, il a fait des photos toutes les 2 secondes du sucre qu'il fond, et après il a rassemblé les photos sous une seule image en prenant que les pixels centraux de chaque photo. Donc chaque tranche de pixels est 2 secondes dans le temps. Donc on va jusqu'à 15 minutes comme ça. Et donc on devine les morceaux de sucre au départ qui étaient dans la casserole qui se mettent à fondre, donc le sucre passe de l'état cristallin à l'état liquide. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une transition, effectivement, au bout d'une dizaine de minutes, en l'occurrence quand on va atteindre autour de 160 degrés, il y a une caramélisation qui commence, donc un changement de couleur, un changement d'odeur, on sent que ça commence à sentir le caramel. Et là, il ne faut pas aller répondre au téléphone, parce que très rapidement, en 1 ou 2 minutes de plus, on va passer à un état caramélisé à l'extrême, donc on va plutôt considérer ça comme brûlé, cramé, et dans lequel le système devient noir, très 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 visqueux, et commence à sentir le brûlé. Et donc là, on a clairement changé, ce n'est pas les mêmes molécules en jeu, et ça on n'en veut pas, ça on en veut. Alors quand on dit ça on n'en veut pas, en fait l'industrie en veut, parce que l'industrie utilise beaucoup ça comme base de caramel colorant, comme base de colorant. Il porte un nom sur les étiquettes, c'est E150. E150A ou E150B ou C, D. Donc ce qu'on trouve dans le vinaigre balsamique ou le Coca-Cola, ou tous les aliments dans lesquels on veut renforcer la couleur noire, c'est souvent cet additif qui est utilisé. Enfin, certains des composés générés par cette réaction qui donnent cette fameuse couleur noire, qui, soit dit en passant, est suspectée comme étant cancérigène. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est cancérigène qu'en Californie. Parce que c'est le seul État donc aux États-Unis où ils ont obligé Coca-Cola notamment à reformuler son Coca-Cola pour ne pas mettre cette molécule, enfin une des composés, le 4-MeI, qui était dans le Coca-Cola, qui est donc dans le Coca-Cola partout dans le monde, sauf en Californie, dont parce qu'ils ont été obligés de changer la formule d'après la loi fédérale. Mais dans le reste du monde, on peut la consommer sans aucun problème. Et sinon, les œufs, bien sûr, les cuissons. Comprendre la cuisson d'une viande, c'est compliqué. Par contre, du coup, un système qui va nous permettre de simplifier un peu l'observation de ce qui se passe dans une cuisson, c'est l'œuf. C'est merveilleux comme sonde de température parce que vous voyez, quand on passe de 60, 62, 64, 66 degrés, à 2 degrés près, on a un état qui est différent. Et finalement, ce qui se passe là-dedans, c'est des polymérisations de protéines qui vont se rapprocher un peu de ce qui se passe dans une pièce de viande. Une pièce de viande, c'est un peu compliqué de l'analyser. Là, un œuf, c'est plus simple. Et du coup, on voit bien, c'est très bien pour se rendre compte de l'influence énorme de la température. 62, ça coule. 64, ça coule, mais très très difficilement. 66, ça coule plus. Mais ça reste encore très souple, très onctueux. Donc c'est intéressant. Puis évidemment, après, je peux continuer comme ça, degré par degré, pour aller jusqu'au système vraiment jusqu'à 100 degrés, où là, j'ai effectivement l'œuf caoutchouteux donc dans lesquels toutes les protéines sont polymérisées. Mais ce qui se passe en fait, c'est que degré par degré, je déclenche la polymérisation au fur et à mesure de différentes protéines. Tout ça, c'est des choses intéressantes. Et du coup, ça montre un peu la richesse du travail du cuisinier. C'est de se dire, on a une matière déjà au départ qui est riche, on a des ingrédients dans la nature qui sont extrêmement divers, extrêmement variés, qui vont avoir des propriétés extrêmement différentes, et qu'on va pouvoir transformer en température ou mécaniquement, ou avec lesquels on va pouvoir travailler de manière extrêmement différente. Le résultat ne va pas être le même si je grille, si je fais bouillir, si je chauffe à la braise, etc., etc.
Mais même sur des systèmes très simples, même des systèmes purs comme le sucre, justement, il y a un travail extraordinaire qu'on peut faire avec le sucre, alors que le sucre, c'est une molécule. C'est du saccharose, donc c'est une molécule pure, effectivement. Et toute l'inventivité des cuisiniers, donc là, c'est juste une espèce d'une image pour montrer, c'est pas un plat, ça se mange pas ce truc-là, mais c'est juste pour montrer en une image, effectivement, les deux états un peu extrêmes. On va voir le sucre en morceaux, tel qu'on peut mettre dans le café, et puis, bon, ici, pour le côté artistique de l'image, a été collé avec une, une trame en caramel, limite caramel brun justement ici. Donc, finalement, on a sur cette photo deux états très très différents de cette matière. Au départ, la matière native sortie de la betterave ou de la canne à sucre, et puis transformée dans les mains du pâtissier, et devient une autre chose, quelque chose de collant éventuellement, alors ici de cassant, même le caramel comme ça, c'est un état vitreux, mais qui n'avait pas la même texture, pas la même couleur, qui est plus la même chose, mais on est parti d'une molécule. Et évidemment, on peut faire un travail plus subtil. On peut faire ça c'est une recette fétiche donc de Christelle Brua au Pré-Catalan. Alors c'est pas elle qui a inventé le fait de faire du sucre soufflé, mais disons qu'elle l'a adapté dans une recette emblématique, donc d'une sucre à la pomme verte soufflé, qui est garnie avec une mousse à la pomme verte, une mousse de cidre je crois, puis un certain nombre de préparations avec différentes textures à l'intérieur qui rappellent la pomme. Et donc on a l'originalité, la présentation de ce dessert vient du fait qu'il est présenté donc dans une coque, une magnifique coque de sucre soufflé ou d'isomalte. Des fois on prend de l'isomalte qui est un peu une espèce de dérivé du sucre mais qui est plus facile à travailler. Et du coup on peut faire ces espèces de bulles transparentes qui sont des bulles cassantes comme des boules de Noël un peu, mais qui sont faites avec du sucre et qui permettent dedans d'encapsuler d'enfermer un dessert pour un effet un peu dramatique. Voilà le travail, ça c'est un travail justement qui vient de mes élèves au lycée hôtelier de Toulouse, à l'ESP de Toulouse, donc ceux qui préparent le concours de professeurs de cuisine, pour vous montrer qu'on peut mettre en œuvre effectivement un travail de verrier, c'est-à-dire qu'on a une pâte d'isomalt plus ou moins colorée, et puis avec une canule et une poire, on souffle comme un verrier souffle à travers un morceau de verre, et on fait gonfler le sucre. Il faut avoir le bon équilibre, la bonne température pour qu'il soit suffisamment souple pour gonfler, mais pas trop froid non plus, parce que quand il froid, il se transforme en verre, justement, il fait une transition vitreuse, et donc il devient cassant. Donc si on souffle alors qu'il a refroidi, la boule explose, quoi. Enfin explose, casse, quoi. Donc il faut bien maîtriser tout ça, et puis une fois qu'on l'a faite, on peut englober effectivement à l'intérieur, on peut la poser sur ici une préparation un peu japonisante. C'était une couleur saumon, ils avaient voulu une couleur saumon, l'élève qui a fait ça, parce qu'à l'intérieur il y avait du saumon snacké avec... ici, c'est une meringue avec un peu d'encre de sèche et puis une chantilly de wasabi à l'intérieur pour rappeler un peu puis un peu de sauce soja pour vraiment faire un truc un peu japonisant, mais avec cette coque en saumon qui ont cassé pour découvrir le plat à l'intérieur. Donc voilà typiquement un travail qui fait appel à tout un tas de textures dans lesquelles le scientifique va pouvoir... que le scientifique va pouvoir essayer d'expliquer pour contrôler effectivement une maîtrise d'un sucre, une maîtrise d'une meringue, une maîtrise d'une chantilly. Et en interagissant avec le chef, va pouvoir comme ça éventuellement proposer des choses un peu nouvelles. Pour l'anecdote, voilà encore, pour rester sur le sucre, voilà encore un état du sucre familier de tous, mais qui n'est pas anodin. C'est que cette barbe à papa, c'est une espèce de... Si on voulait la décrire pas très rigoureusement, donc par rapport de manière empirique, ça ressemble à de la mousse en fait, mais c'est pas du tout de la mousse d'un point de vue physique. Une espèce de sucre très très léger, très aérien, parce que c'est des filaments très très fins qui sont collés entre eux comme du coton. Pour l'anecdote, c'est quand même une invention d'un dentiste. C'est quand même très très fort. C'est-à-dire que l'appareil à faire des barbes à papa a été, pour la première fois, est apparu à l'exposition universelle de 1896, je crois quelque chose comme ça, aux États-Unis. Et c'est une invention d'un dentiste qui a fabriqué cet appareil. On comprend pourquoi, il était intéressé, mais qui permettait de faire manger beaucoup de sucre aux gens, parce que voilà, on a une masse énorme comme ça, mais c'est léger, hein, ça se mange comme ça, la barbe à papa. À la fin, on a mangé une quantité de sucre phénoménale, mais on n'a pas l'impression, enfin, on a quand même un peu l'impression. Alors, il n'y a pas que ces transformations un peu étonnantes, comme l'aurait la barbe à papa, on l'a sur d'autres systèmes plus classiques dans notre culture, on va dire, culture gastronomique pour le coup. Voilà, typiquement un plat de concours, les pommes soufflées, un grand plat de la tradition française, cette fameuse tradition dont je parlais tout à l'heure. Il y a un moment, effectivement, il y a des gens qui se sont mis à faire des pommes soufflées. Et donc c'est resté comme espèce de manière un peu plus esthétique de faire des frites, en fait. C'est plus intéressant parce que voilà, déjà c'est chic par rapport à des frites. Et puis ensuite, voilà, on se dit mais comment c'est possible ce truc-là? C'est vraiment une pomme de terre, mais vide à l'intérieur, craquante. Craquante à l'extérieur, mais encore moelleuse pour le peu de couches de pommes de terre qui restent à l'intérieur. Donc on a un système
très sympathique, mais sans doute un peu technique. Réussir à faire souffler des pommes de terre, c'est pas forcément évident. Il y a toute une technique, hein. Donc il faut les couper, des tranches de 3 mm, éponger. Tel type de pommes de terre marche mieux que d'autres. Et il faut bien les calibrer. Il faut les mettre dans un bain autour de 140 degrés, les laisser reposer, les remettre dans un bain à 180 degrés pour qu'elles soufflent. Donc il y a toute une technique à mettre en œuvre pour obtenir le résultat optimum, mais qui peut aussi inspirer, par exemple, dont le principe, en fait, ça souffle parce qu'on a réussi à étanchéiser les deux faces de la pomme de terre, qui fait qu'à l'intérieur, quand il y a un choc avec une vaporisation de la matière humide qui reste à l'intérieur, ça va effectivement tendance à pousser des deux côtés. C'est ce qui se passe dans cette recette de Jean-François Piège ici, qui est adaptée à quelque chose qui n'a rien à voir, c'est une pâte à pizza, mais c'est une magnifique pizza soufflée, dans laquelle le Jean-François Piège a étalé 2 fines couches de pâte à pizza, posées l'une sur l'autre, scellées autour, et puis passer dans un four très très violent à 300 degrés pour que effectivement la vaporisation soit brutale, ça sèche l'extérieur et en même temps ça vaporise l'intérieur. Et du coup on a un système qui gonfle, un peu comme les pains libanais d'ailleurs que vous trouvez dans les restaurants libanais. Ils ont ce type de pain qui sont comme des ballons, mais à l'intérieur, le pain, il n'y a rien à l'intérieur, c'est vraiment le pain qui a fait un ballon. Et une fois que c'est sec et que c'est cuit, du coup, ça ne peut pas retomber, hein, donc on peut couper. Donc c'est ce qu'il fait, Jean-François Piège. Il coupe, il fait un trou, puis à l'intérieur, il garnit avec mozzarella, tomates, aubergines, roquettes, etc. Et on a un truc tout à fait innovant, une pizza un peu innovante. Tout ça basé sur une vaporisation entre deux couches de pâte à pizza. Donc ça, c'est très rapidement pour vous dire que la cuisson, ça peut être pas juste je mets un truc à chauffer, ça peut être un peu subtil. Suivant comment est-ce qu'on met à chauffer, on peut faire des trucs amusants. Évidemment, quand on a ça dans la grande histoire de la cuisine française, les sauces ont toujours eu d'ailleurs, c'était un poste à part entière dans les brigades, le saucier, effectivement, toujours une importance phénoménale, prépondérante. Et si je veux revenir sur mes états de la matière, ils ne sont pas complètement non pertinents, dans le sens que ils vont être utiles pour justement décrire du coup la matière un peu complexe. Et ces fameuses matières un peu difficiles à décrire, comme les gels dont j'ai parlé tout à l'heure, les émulsions, ce qu'on peut appeler des suspensions ou des mousses, finalement, on va pouvoir commencer à les décortiquer en les analysant comme des mélanges des systèmes purs qu'on rencontre assez peu. Donc, par exemple, donc un gaz, c'est un gaz, un solide, c'est un solide. Les liquides, donc une distinction entre les liquides H comme huile, donc plutôt gras, et le liquide E comme eau, donc plutôt aqueux, qui ont cette particularité qu'ils ne vont pas se mélanger. Du coup, par exemple, on peut faire ce qu'on appelle une émulsion. C'est-à-dire que si je veux mélanger de l'huile et de l'eau, je ne peux pas le faire à l'échelle moléculaire, je peux faire de solution d'huile dans l'eau, mais par contre, je vais pouvoir disperser des gouttelettes d'huile dans l'eau ou des gouttelettes d'eau dans de l'huile. Donc, ce que je vais créer ne s'appelle pas une solution au sens chimique, parce que ce n'est pas à l'échelle moléculaire que c'est mélangé, ce n'est pas intimement mélangé, mais c'est à l'échelle macroscopique, on a des gouttes de l'un dans l'autre. Et à partir de là, on crée vraiment ce qu'on appelle une émulsion. Quand vous faites une vinaigrette, ce que vous faites, vous avez de l'huile, vous mettez du vinaigre, vous battez énergiquement pour essayer de faire quelque chose qui a l'air à peu près homogène, mais au microscope, on verra bien que ce n'est pas du tout homogène, qu'il y a des gouttes de vinaigre qui se baladent dans l'huile. Ou éventuellement, si c'est de la moutarde, ça va effectivement participer au mélange. Pareil pour les mousses. Les mousses, c'est finalement un liquide, mais dans lequel on a introduit du gaz. C'est ce qui se passe quand je fouette un blanc d'œuf. Un blanc d'œuf, c'est un liquide. En l'occurrence, d'un point de vue chimique, c'est une solution de protéines. Un blanc d'œuf, c'est de l'eau et des protéines qui sont à l'échelle moléculaire dissoutes dedans. Donc si je fouette ce liquide, donc cette solution, il y a un moment, ça va devenir mousseux et ça va ne plus s'écouler, ça va tenir au bout de mon fouet. Donc c'est bien de l'eau qui tient au bout de mon fouet, mais donc, elle n'est plus dans un état liquide. Alors l'eau est dans un état liquide, pour ce qui est de l'eau à l'échelle moléculaire, on va dire, mais le système global ne s'écoule plus, parce que cette eau est en fait empêchée de s'écouler, parce qu'il y a plein de bulles d'air qui créent effectivement un environnement qui fait que la capillarité autour de chaque bulle d'air empêche l'eau de s'écouler. Donc on a bien un système qui est du liquide plein d'air, et suffisamment plein d'air pour que ça tienne. Alors évidemment que c'est possible que parce qu'il y a un entremetteur, un fameux tensioactif. Si je fouette de l'eau, il ne se passe rien, je vais rentrer de l'air dedans qui ressort tout de suite. Mais si je fouette un blanc d'œuf, je fais mousser de l'eau parce que dans cette eau, il y a des protéines. Et donc du coup, les protéines vont protéger les bulles d'air, elles vont se mettre en interface eau et air, et donc elles vont empêcher les bulles d'air de fusionner entre elles, et donc finalement de faire des grosses bulles qui vont s'échapper. Comme c'est des micro-bulles, du coup, elles vont mettre beaucoup plus de temps à se séparer du système. Donc on a effectivement un système qui est stabilisé grâce au tensioactif. Mais après, une fois que j'ai fait mes blancs d'œufs fouettés, éventuellement sucrés pour faire des meringues, donc de l'eau visqueuse, parce que c'est de l'eau sucrée, avec des bulles d'air, je le passe au four, l'eau s'évapore, il me reste une mousse dans laquelle j'ai en fait un squelette de sucre qu'emprisonne mes bulles d'air, enfin sucre et protéines évidemment, qu'emprisonne mes bulles d'air, et donc j'ai une meringue. Une meringue, il n'y a plus d'eau dedans, enfin si je l'ai cuit très longtemps, elle est complètement sèche, mais c'est clairement un solide.
dans lesquels sont dispersées des bulles d'air. Et tout ça, je peux le décortiquer. Alors, on n'a pas le temps de tout décortiquer, mais après, donc ça, c'est des photos qui viennent d'Helvétis aussi. Donc, une émulsion donc, de gouttes dans un liquide. Donc, ça pourrait être une vinaigrette. Ça, c'est une mousse de blanc d'œuf, blanc d'œuf battu. Donc, il y a des bulles d'air dans un liquide. Ça, c'est une suspension, c'est-à-dire que c'est des grumeaux, c'est-à-dire que c'est une suspension, c'est des solides qui se baladent dans un liquide, mais du coup qui donnent de la viscosité au liquide. C'est ce qui se passe quand, ici, la photo, c'est une crème anglaise. Quand vous faites une crème anglaise, vous avez des jaunes d'œuf, du sucre mélangé, vous mettez du lait, et puis vous passez ça sur votre plaque à 80 degrés en mélangeant, et il y a un moment, ça épaissit. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a une réaction qui a lieu. C'est une réaction de coagulation des jaunes d'œufs qui commencent à fabriquer des petits grumeaux, et ces petits grumeaux vont rendre le milieu de plus en plus visqueux. Alors évidemment, pourquoi je dis 80 degrés? Parce que ce qu'on veut, c'est des petits grumeaux, ce n'est pas des gros grumeaux. Si je ne suis pas au courant de cette limite qui fait qu'il ne faut pas que je grumelle trop, il faut que je grumelle à l'échelle microscopique, mais pas à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire que je veux que ça fasse de la viscosité, mais si jamais j'ai mis ça et puis que malheureusement, blorp, ça fait un bouillon, effectivement, c'est-à-dire que j'ai atteint les 100 degrés, et c'est souvent là que je me rends compte, rien qu'à la cuillère, que ça a tranché, que j'ai des gros grumeaux que je vois à l'œil, et là, je sais que ma crème anglaise est foutue. Donc il faut vraiment coaguler gentiment les jaunes d'œufs pour que les grumeaux ne se voient qu'au microscope et pas à l'œil. Pareil pour ça, c'est un. Alors je pourrais faire ça aussi avec une béchamel, hein, quand je mets de la farine et que je chauffe avec de l'eau ou avec du lait en l'occurrence, et à un moment ça va épaissir. Ben, c'est les grains d'amidon qui se gonflent et qui rendent mon milieu visqueux. Ça c'est un gel type jelly comme il y avait dans la photo d'avant, c'est-à-dire qu'un réseau de gélatine, donc c'est du collagène, de protéines qui emprisonnent le liquide. Donc ça, je mets une feuille de gélatine dans un sirop de grenadine, et puis je le laisse refroidir, enfin j'ai chauffé pour que la gélatine se dissolve, je le laisse refroidir, puis en refroidissant, toute ma grenadine est prise en masse dans un gel. Et du coup, ça permet alors ça c'est ce qui se passe avec la gélatine, mais du coup c'est ce qui se passe naturellement quand je fais un bouillon que je prépare. Je fais ma poule au pot, comme tous les dimanches, hein, je mets avec mon eau, mes légumes, ma poule, et puis je la mange, on découpe le poulet, on mange les légumes, et puis si on laisse ça au frigo, le lendemain, tout a pris en masse. Parce qu'effectivement, pendant la cuisson, tout le collagène qui est dans les tendons et les tissus, la peau de la poule, est passé dans la solution, et en refroidissant, m'a fait ça, c'est-à-dire que m'a fait prendre en masse toute ma préparation. Ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs pour manger froid, on peut faire des terrines comme ça, c'est très bien. Tout ça, je peux le schématiser. Si je pars d'une solution, par exemple un blanc d'œuf, donc j'ai des protéines dissoutes dans l'eau, si je chauffe gentiment en mélangeant, je vais faire plutôt une suspension, des agrégats. Si je fouette en mettant de l'huile, je vais fabriquer une émulsion comme une mayonnaise, c'est-à-dire que l'huile va être stabilisée par les protéines. Si je fouette sans rien mettre, je vais introduire de l'air. Si je fais chauffer tout ça au micro-ondes pendant 10 secondes, tout ça va prendre en masse comme un blanc d'œuf cuit, donc je fais un gel. Maintenant, si je m'amuse à mélanger une mousse que j'ai faite avec une émulsion, je fais une émulsion mousseuse. Ou si je m'amuse à passer mon émulsion au micro-ondes, je vais faire prendre en gel mon émulsion, etc., etc., etc. Et tout ça, on peut comme ça fabriquer, donc vous avez les références de l'article d'Helvétis, où on peut effectivement décortiquer comme ça comment est-ce qu'on peut fabriquer différents systèmes à partir des états, différentes matières, on va dire, qui soient plus ou moins solides, liquides ou gazeuses. Et du coup, on peut inventer de nouvelles choses, parce que non seulement on peut comprendre ce qui se passe quand on fait une mayonnaise ou une béchamel ou une hollandaise. Mais du coup, ce qu'avait proposé Helvétis, qui est de mon point de vue une de ses plus belles inventions, c'est que par cette compréhension des mécanismes, en l'occurrence ici la compréhension de la chantilly, qui est de se dire quand je fouette de la matière grasse, si elle est suffisamment grasse, c'est-à-dire que si c'est une crème entière, et que si c'est suffisamment froid, c'est-à-dire que je suis sur la glace, il y a un moment, ça devient visqueux, et il y a de l'air qui rentre, et ça devient mousseux, et j'ai fabriqué une chantilly. Du coup, si on comprend comment ça se passe, ce truc-là, on peut se dire, mais est-ce que je ne pourrais pas extrapoler et l'appliquer à d'autres bases? Et c'est ce qu'il avait fait avec du chocolat, en se disant, finalement, le chocolat, c'est du gras, du beurre de cacao. Bon, ce qui nous manque, c'est de l'eau. On va mettre de l'eau. Et puis donc, on mélange du chocolat et de l'eau, dans les proportions qui correspondent à peu près à ce qu'on aurait avec une crème liquide, pour avoir donc 30% de matière grasse. Et puis du coup, si je fouette ça dans la glace, il y a un moment, la matière grasse va figer autour des bulles d'air que je suis en train d'incorporer, et du coup, ça devrait prendre en mousse. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que cette mousse-là est une mousse qui n'est faite que de chocolat et d'eau. Et donc, donc le pouvoir moussant est dû à la présence de beurre de cacao. Et pas du tout à la présence de blanc d'œuf comme on trouve dans les mousses au chocolat classique. Donc c'est une mousse qu'on pourrait appeler plutôt, comme il avait appelé, une mousse de chocolat. Parce que c'est le chocolat lui-même qui mousse. On pourrait l'appeler chocolat chantilly aussi, ça aurait du sens. Mais du coup, comme autre extrapolation, on peut avoir ça, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc maintenant, je vous dis ce que c'est. C'est une mousse de mangue. C'est-à-dire qu'il y a zéro matière grasse là-dedans. C'est de la mangue et du sucre. Et avec un peu de gélatine, parce qu'il faut bien que quelque chose stabilise les bulles d'air, et donc la gélatine, c'est des protéines qui vont stabiliser les bulles d'air. Donc ça sort d'un siphon, c'est les fameux espumas de Ferran Adria, c'est d'ailleurs une recette de Ferran Adria que j'ai reproduit telle quelle, c'est-à-dire de la mangue mixée avec un peu de sirop, une feuille de gélatine, on met ça dans un siphon,
bouteille sous pression. Et puis en sortant de la bouteille sous pression, la détente se fait et les bulles d'air font une expansion et sont capturées par la gélatine présente dans le milieu. Donc on fait une mousse de fruits comme ça très légère, qui est vraiment la texture d'une chantilly, mais qui est que du fruit avec un peu de sucre. On n'est pas obligé de mettre de sucre, d'ailleurs, on met du sucre pour que ça soit meilleur. Et du coup, on arrive un peu à cette idée en se disant, ben voilà, on a compris, enfin, on a essayé de décortiquer les cuissons, donc on va maîtriser la cuisson. Ici, c'est un chef canadien, donc c'est du renne, en l'occurrence ici, comme tous les chefs canadiens ne cuisinent que du renne, comme vous le savez. Donc c'est du renne, et puis autour, il y a une sauce. Donc quand on a maîtrisé la cuisson pour avoir la bonne texture de cette viande et le bon goût en surface, qu'on a maîtrisé la sauce qui va autour pour que ça nappe, pour que la sauce ait du goût, etc., on dit, bon ben voilà, on sait cuisiner. Alors on en est là, et maintenant, pour terminer, on va faire défiler tout un tas de plats pour finalement vous montrer l'évolution de la cuisine par rapport à... Là, je vous ai fait un peu la partie scientifique, mais maintenant, on va partir un peu plus du côté artistique de la cuisine pour justifier aussi le titre, Nouvelle cuisine. Si je résume en 5 minutes l'histoire des 40 dernières années de cuisine, 40 années en 5 minutes, effectivement, ça va être un peu sportif, mais voilà, donc Goemio, 1973, pose les principes de ce qu'on a appelé à l'époque la nouvelle cuisine. Qui correspond finalement à une cuisine qui est juste la cuisine normale d'aujourd'hui. Elle s'est diluée dans notre manière de faire et aujourd'hui, ces principes-là sont toujours valables. Avec cette idée, en fait, avant Goemio, c'est vrai qu'il y avait toute une cuisine avec un répertoire très traditionnel, justement beaucoup de viande avec des sauces, des cuissons très longues, des sauces très liées, beaucoup d'amidon, de matières grasses. Et donc ils avaient dit qu'il faudrait un peu, en tant que critiques gastronomiques qui passaient leur temps à écumer tous les restaurants de France et de Navarre, ils avaient dit à un moment on se lasse un peu, on a l'impression de manger un peu toujours les mêmes recettes justement traditionnelles. Et on aimerait bien que les cuisiniers soient plus inventifs et aussi peut-être fassent un peu plus attention à certains aspects, principes de diététique. Donc ils avaient proposé, comme ça, alors on ne va pas tout détailler, mais je pense que c'est important, c'est ces deux idées clés. Il faut aller vers quelque chose de plus léger éventuellement et être inventif surtout, faire évoluer la cuisine. Et du coup, on est passé de tourneaux de Rossini ou des sols à la Dugléré à des recettes dans lesquelles on cuisait beaucoup moins les ingrédients, parce qu'on avait compris que c'était important de ne pas trop les cuire. Donc typiquement, ici sur ce type de homard, on a une cuisson minimale, presque crue à l'intérieur, mais juste pour que ça gélifie gentiment le système. Des petits poireaux vraiment cuits minutes pour qu'ils restent croquants. Pas du tout, donc une sauce qui n'est pas du tout une réduction épaissie à la farine, au beurre, etc. C'est juste un jus de cresson mixé, donc très végétal. Et voilà, typiquement, donc ça c'est un plat de chez La Meuloise, un des papes de la nouvelle cuisine de l'époque, avec les frères Trois Gros, avec Michel Guérard et d'autres, Alain Sanderins et Alain Chapelle et d'autres. Et donc tout ça, une cuisine avec des cuissons minimales, légères, des jus de légumes, etc. Ça c'est chez Carmen Ruscaleda, donc, qui est la femme la plus étoilée au monde en Espagne. Elle a 7 étoiles au guide Michelin, 3 étoiles et 2 restaurants 2 étoiles. Pareil, on est sur les mêmes principes, langoustine à peine cuite, des végétaux même crus. On est sur un travail de texture, de croquant, de frais, de transformation minimale du produit. Une assiette de chez Noma, un restaurant 3 étoiles à Copenhague. C'est pareil, tout est transformé mais individuellement. Chaque légume est cuit individuellement pour maîtriser la texture, mais avec des cuissons vraiment minimales. Pareil pour les Saint-Jacques, tout ça est très très contrôlé, maîtrisé et transformé. Alors, il y a beaucoup de travail, mais pour chaque ingrédient, on est sur une transformation qui est minimale. Et on arrive, alors ça c'est très rapide, mais sinon, on a avec donc, ces principes de la nouvelle cuisine, de maîtriser les cuissons, alléger les sauces, etc., sont restés vrais aujourd'hui. Mais ce qu'on a vu apparaître, c'est des trucs un peu plus bizarres depuis une dizaine d'années, 10-15 ans, qui fait que, notamment dans ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, Moderniste Cuisine, les auteurs ont rendu hommage en fait, à Goemio en disant mais il serait peut-être temps, vu l'évolution des 10 dernières années en cuisine, on est sorti un peu des canons de la nouvelle cuisine qui ont été dilués, et qui sont toujours valables, mais il y a encore quelque chose qui s'est rajouté. Et c'est quelque chose qui s'est rajouté, mais du coup, il faut lui donner une autre appellation. Donc c'est pour ça qu'en hommage, ils ont dit que c'était la nouvelle cuisine. Alors on ne va pas tout lire encore une fois, mais finalement, si je prends les idées importantes par rapport à Goemio, on va dire ce qui a évolué en 40 ans, et surtout encore une fois ces 10-15 dernières années, c'est que la cuisine devient de plus en plus un art créatif, dans lequel on va faire appel à tous les sens sensoriels, à tous les aspects sensoriels, pour que le gastronome vive une expérience culinaire, vous voyez les mots-clés, en donnant éventuellement une forme inhabituelle à une saveur connue, en créant la surprise, en créant des émotions, en jouant de nouveautés, d'inventions, éventuellement en faisant appel à la science pour nous aider. Et un peu à part,
mais qui a son importance. Le 10e commandement, chef doit être sensible aux conditions de production et de récolte des aliments et favoriser les méthodes décentes d'abattage. Donc apparaît dans la cuisine ce souci écologique et éthique, on va dire, ce qui est dissocié. D'ailleurs, il n'y a pas... d'un côté, il y a le bien-être animal et de l'autre côté, il y a le bien-être de la planète, qui sont deux domaines totalement distincts. On peut parfaitement, effectivement, être dans l'un ou l'autre, ou éventuellement dans les deux. Mais là, ça montre un peu l'évolution aussi de notre société. C'est-à-dire que dans les années 70, grosso modo, l'idée c'est de se dire, on peut peut-être faire attention à nous, effectivement, manger une cuisine saine, tout en se faisant plaisir. Puis 40 ans plus tard, bon, ça, on a compris que c'était essentiel, la nutrition, mais maintenant on a compris que l'environnement comptait aussi, et non seulement on peut faire attention à nous, mais en plus, on nous rappelle qu'il faut peut-être faire aussi attention à notre environnement, d'où cette importance de l'écologie qui aujourd'hui est complètement incontournable, et notamment dans une profession qui consiste à donner à manger aux gens. Donc voilà, bon, un aspect que je vais laisser de côté, même parce que ça mériterait un débat, une discussion à part entière. Et donc on va rester sur l'aspect inventivité, invention de la cuisine, avec cette notion effectivement de se dire que la nouvelle cuisine, et pas seulement d'ailleurs, en cuisine on a toujours ce souci de la construction. Avant la nouvelle cuisine c'est le cas aussi. Ce qui s'est passé avec la nouvelle cuisine, c'est que c'était une construction beaucoup plus à l'assiette. Parce qu'avant on faisait beaucoup de construction sur les buffets effectivement, ou des présentations avec une découpe, mais tout était soigneusement présenté dans les grands restaurants évidemment. Mais donc il y a cette notion de construire qui a toujours existé en cuisine, mais ce qui est peut-être nouveau avec nouvelle cuisine, c'est qu'on va se permettre de déconstruire avant. Ça, c'est très schématique, mais c'est pour vous dire que la transition va peut-être être là. C'est plutôt de dire, voilà, j'ai des coquilles Saint-Jacques, de la courgette et des capucines. Avec ça, je vais construire un plat. Ça serait la nouvelle cuisine. La nouvelle cuisine va dire, j'ai des Saint-Jacques, j'ai des courgettes, j'ai des capucines. Je vais déstructurer tout ça et je vais construire quelque chose qui ne ressemble ni à des Saint-Jacques, ni à des courgettes, ni à des capucines. Mais si je le fais bien, ça devrait être bon. Donc, grosso modo, on passe de là à là. D'un système où on reconnaît tout, mais c'est très bien présenté, à un système où c'est toujours très bien présenté, mais on ne reconnaît plus rien. Ça, c'est chez Denis Martin, en Suisse. Et donc, vraiment, un des têtes de file de cette cuisine très innovante. Et l'idée, c'est toujours pareil, c'est que si le chef est bon, ça va être bon. Mais le décalage, il est dans le fait qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être sucré, c'est peut-être salé. Tant que je ne l'ai pas mangé, je ne peux pas te deviner. Je n'ai pas de repère, en fait. Et ou aussi une présentation de Ferran Adria. Ça serait vraiment type nouvelle cuisine, des petits pois tout juste blanchis, effectivement, pour qu'ils restent croquants, une fleur, un petit lardon grillé à part. Bon, tout ça, ça va avoir le goût du lardon, des petits pois et de la fleur. C'est bien présenté, c'est nouvelle cuisine, c'est cuisson minimale. Maintenant, si je prends tout ça, que je le mixe, je mets un peu d'alginate, que je le mets dans un bain de calcium et que je fais une grosse raviole qui ressemble à un jaune d'œuf, mais c'est vert, et que je le mange, les molécules sont les mêmes, c'est ce que je mange, c'est la même chose, au 1% d'alginate près. Mais l'expérience de dégustation est totalement différente. J'ai mon truc en bouche, comme un jaune d'œuf, puis plaf, ça se perce, c'est liquide. Alors si je me concentre bien, je vais reconnaître qu'il y a un goût de lardon, un goût de petits pois, etc. Mais clairement, la logique artistique est différente. Là, j'ai un effet de surprise. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est que quand je l'aurai mangé, que je pourrais éventuellement me dire « Ah, c'est du petit pois avec des lardons, etc. » Et du coup, on a des systèmes, alors ça c'est des photos tirées du site de Molécule R, qui vendent justement notamment des types de texturants pour faire ce genre de préparation avec voilà, un spaghetti de pesto, un caviar de vinaigre balsamique, tout ça servi sur une vraie tomate quand même. Donc on sait pas trop, on peut pas savoir ce que c'est si on n'a pas la recette, hein, on n'a pas de repère, si on reconnaît des framboises, mais sinon on a un truc vert qui se balase. Alors moi je sais que c'est un caviar de menthe, mais bon voilà, c'est-à-dire que c'est des sphères de menthe qui craquent en bouche, qui sont liquides. Voilà, on a des trucs comme ça, des grosses billes. On sent bien que ça va être liquide à l'intérieur, ça aussi. Puis ça va être sans doute un peu mousseux, mais il faut le goûter pour savoir ce que c'est. C'est pareil, on a des couches, mais des couches de quoi? Quelle texture? Ça a l'air un peu mou, mais je ne sais pas vraiment la texture que ça a, si je ne l'ai pas mangé, si je ne l'ai pas goûté. Ça, c'est un travail de Lys Hôtelier, pour vous montrer que Lys Hôtelier travaille beaucoup aussi. Lys Hôtelier Decreto, où il travaille beaucoup sur l'innovation, très très bonne équipe, donc avec une soupe manger main. Donc ça c'est des consommés, un consommé de carottes, consommé de poireaux, de navets, de betteraves, tout ça, plusieurs consommés texturés, blanc d'œuf, un peu de gélifiant, chauffé, et donc on peut manger morceau par morceau la soupe chaude, ce qui peut être sympathique pour le manger main. Vous pouvez faire manger de la soupe à des enfants. Ça aussi c'est le même lycée Decreto. Qu'est-ce que c'est? On dirait une fraise artificielle, mais non, en fait, c'est de l'ananas. C'est-à-dire que c'est un gel d'ananas coulé dans un moule qui a pris l'empreinte de la fraise, à l'intérieur duquel ils ont emprisonné une chrysalide. Et donc, du coup, ils ont créé une construction complètement artificielle, qui ressemblerait à un fruit nouveau. Mais quand on le met en bouche, c'est en fait de l'ananas et de la physalide. Mais c'est intéressant parce qu'on a vraiment cette forme de la fraise. On a vraiment, ils sont dans ces principes de la nouvelle cuisine. On crée une émotion, une surprise, un questionnement. Et puis, si le travail est bien fait, derrière, en plus, c'est bon. Une assiette du cordon bleu.
Le cordon bleu, voilà, une magnifique pomme. Est-ce que c'est salé? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est une mousse de noisette avec une pomme verte ou est-ce que c'est une mousse de foie gras avec je ne sais pas quoi? On ne sait pas trop. En l'occurrence, c'est un dessert. Donc c'est effectivement c'est sucré, mais voilà une présentation surprenante comme une pomme. Et puis à l'intérieur, c'est mousseux. Il y a différentes couches. On découvre quand on coupe. Voilà une omelette aux champignons revisitée. Une omelette aux champignons revisitée, c'est-à-dire qu'il faut quand même. Ça, c'est de nouveau moderniste cuisine. Ils ont quand même réussi à être innovants sur une omelette aux champignons. C'est-à-dire que c'est des champignons et des œufs. Mais ils se sont dit, bah oui, mais des champignons et des œufs, il y a encore du travail à faire. C'est pas parce que ça fait, en l'occurrence, je ne sais pas combien de temps qu'on fait des omelettes aux champignons qu'il faut s'arrêter là et faire ses œufs fouettés, mettre les champignons, et, un peu baveuse, je la plie, je la roule, je la mets à l'assiette, ce qu'on fait traditionnellement. Là, ils se sont dit, on va faire un truc qui dépasse un peu ça. Et donc, ils ont travaillé avec des trompettes de la mort qui sont texturées avec un peu de poudre de blanc d'œuf, qui sont peignées sur un plan. Une fois qu'elles sont peignées, ils coulent une préparation avec un peu de crème et de jaune d'œuf autour. Ça se met entre toutes les traînées de champignons, ça vient s'insérer. On passe ça au four vapeur 80 degrés pour coaguler tout le monde gentiment. Et après, du coup, ça fait comme une feuille, comme un gel, mais qui se tient bien, autour duquel on peut enrouler une mousse de jaune d'œuf qu'on a faite au siphon, avec une petite ducelle de champignons cuite à part, etc. Donc, on a beaucoup de travail pour réinventer la dégustation de l'omelette aux champignons. Voilà un travail fait, si je me souviens bien, par Elise Labide, donc, qui avait participé à un concours Rencontre Sciences et Cuisine qu'on avait organisé à Paris. Donc un peu dans cette logique de revisiter un classique. Tomate mozzarella, on en a marre de la tomate mozzarella avec la tranche de mozza, la tranche de tomate, la tranche de mozza, la tranche de tomate, la feuille de basilic, le coulis de l'olive et on envoie. Tandis que là, on s'est dit, on peut quand même revisiter un peu ce truc-là. Et donc elle a fait effectivement une variété de tomates, garnie avec de la mozzarella fondue, une autre variété de tomates insérée dedans, garnie avec une purée de pesto, un pesto, une troisième variété de tomates garnie avec une purée de tomates. Et du coup, quand on découpe ça proprement, on a un truc qui a de la gueule quand même, un peu plus de gueule que son habitude de voir. On a une magnifique tomate mozzarella, mais un peu plus intéressante que ce qu'on peut voir habituellement. Voilà un travail de mes étudiants à Toulouse, lycée hôtelier, SP, donc professeur de cuisine. Le challenge, le défi, qui avait été donné à l'étudiant, donc ça c'était servi au restaurant d'application, donc pour 60 couverts, et donc son défi avait été de créer une entrée avec que du petit pois, mais texturé de plein de manières différentes. Donc il y avait à l'intérieur 2-3 préparations qui étaient plus ou moins mousseuses, plus ou moins liquides, et puis ici une coque de petits pois, donc un jus de petits pois bien assaisonné, gélifié, une louche trempée dans l'azote liquide, refroidi, puis après avec la louche on fait gélifier autour de la louche le jus de petits pois bien assaisonné, et après on le décolle de la louche, et ça fait comme un dôme de petits pois glacés qu'on peut casser, et à l'intérieur duquel on découvre la préparation de petits pois, sur laquelle il avait posé une pousse de petits pois, et pour la décoration, comme c'était très végétal, pour rappeler comme une goutte de rosée, et pour assaisonner, il y avait une encapsulation d'huile d'olive, c'est-à-dire qu'une huile d'olive, un très bon cru d'huile d'olive, qui avait été au goutte à goutte, posé sur un film d'isomalte fondu qui permettait après, en refroidissant, d'encapsuler l'huile d'olive dans l'isomalte, et du coup c'est craquant à l'intérieur. En fait, on casse la croûte sucrée, à l'intérieur on a l'huile d'olive, donc c'était une petite touche. Et du côté des chefs, donc là c'était un peu un travail, on va dire, qui se fait beaucoup. Et du côté des chefs, si on regarde les chefs un peu qui ont la cote aujourd'hui dans ce fameux classement que je mets à dessein, donc j'ai mis tristement célèbre parce que c'est un classement qui a été énormément critiqué, évidemment en France, pour la bonne raison qu'on y est mal représenté. Vous savez qu'on n'aime pas ça, c'est logique. Donc c'est ce fameux classement des meilleurs restaurants du monde qui est publié tous les ans par Nestlé, Badois et compagnie. Enfin Badois appartenant à Nestlé. Donc c'est un groupe un peu obscur de critiques du monde entier qui sont manifestement extrêmement francophobes, puisque c'est un scandale. Pour un classement des 50 meilleurs restaurants du monde qui devrait logiquement être 50 restaurants français, eh bien, on se retrouve avec seulement 5 restaurants français et pas un seul dans les 10 premiers. Alors, les restaurants en question, c'est Moro Calagoro à Menton, l'Arpège donc Alain Passard, Châteaubriand, Easy Parté, Robuchon, Xavier Saint-Germain et Pascal Barbeau à l'Astrance. Bon, et le reste, c'est hors dehors de la France, et surtout les Espagnols qui ne bouffent que de la paella ont quand même 7 restaurants. Et des churros, mais 7 restaurants dans ce classement, dont 3 dans les 10 premiers, donc c'est quand même absolument... ça nous a, ça a beaucoup fait couler d'encre dans les journaux, dans nos journaux à nous.
pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une telle haine de cette cuisine française. Mais ce qui est remarquable, un peu plus sérieusement, c'est que finalement ces fameux restaurants qui cartonnent sont justement les restaurants très très, entre guillemets, moléculaires, si on veut garder ce mot-là, donc très avant-gardistes, peut-être plus que ce qu'on s'est permis de faire en France, où on s'était un peu resté sur justement cette sacro-sainte tradition en disant de toute façon la cuisine française est la meilleure du monde, donc il n'y a pas besoin de la faire évoluer. Et d'autres qui n'avaient peut-être pas cette culture gastronomique ont été beaucoup plus loin et ont fait parler d'eux en poussant un peu l'invention très très loin, comme le fameux Ferran Adrià qui n'apparaît pas là parce qu'il a fermé son restaurant, mais avant il trustait pendant 4 ans la première place. Et donc si très très rapidement, il me reste encore 3 minutes ou pas? Où on est ouais. Parce que je vois que j'ai déjà dépassé. Mais, donc là, c'est vraiment des plats qu'on va faire défiler. Donc Ferran Adrià, je vous mets un peu les plats emblématiques qui ont fait un peu le succès auquel sont connectés les chefs, effectivement. C'est voilà, ce type de préparation de caviar qui n'en est pas a vraiment fait la renommée de Ferran Adrià, donc ce qu'on appelle la sphérification, qui peut être faite avec n'importe quoi ou presque. Donc on ne sait pas ce que c'est, ça ressemble à des œufs de saumon, mais à l'intérieur c'est une autre préparation. Donc on peut faire ça avec de la grenadine ou avec de l'huile d'olive ou avec du chocolat ou ce qu'on veut. Donc cette fameuse bille, c'est le même principe mais en plus gros, façon jaune d'œuf. Donc on peut aussi texturer, donc c'est alginate et sel de calcium qui permet de faire ce phénomène. Il a beaucoup popularisé l'usage du siphon pour faire justement ces fameux systèmes très très mousseux qu'il a appelé spuma, parce que ça veut dire mousse en espagnol, mais dans lequel on peut faire mousser tout ce qu'on veut, effectivement, du moment qu'on s'y prend bien. C'est-à-dire que ça ne marche pas tout le temps, il y a quand même des principes à respecter, ça ne marche pas avec tout, donc il y a une mise au point à faire. Mais voilà, on fait des systèmes très très légers, ça a la cote, les mousses, ça marche énormément les mousses, parce que les gens ils ont l'impression de manger rien. Donc c'est l'impression de manger quelque chose de très diététique, alors qu'on peut manger un truc hyper gras, hyper sucré, mais quand c'est mousseux, ça passe bien. C'est le principe de la chantilly, hein, ça passe très bien la chantilly. Des gels, toujours chez Ferran Adrià, des tas de systèmes texturés, mais on ne sait pas ce que c'est tant qu'on ne les a pas mangés. Hein. Il y a peut-être du café, peut-être on ne sait pas ce que c'est. Ça c'est Grand Achatz, Alinéa à Chicago, aussi 3 étoiles Michelin. Une feuille translucide, craquante sans doute, il faudrait voir. En tout cas, ça a de la gueule, hein, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est on ne sait pas. Il y a quand même un peu de boulot derrière tout ça. C'est la tomate mozzarella revisitée de Grand Achatz cette fois-ci. La tomate, un ballon de mozzarella, et puis alors il y a le détail en dessous. Hein. Il y a une vingtaine de préparations pour un peu sublimer la dégustation de la tomate mozzarella quand même. Donc c'est plus qu'une tomate mozzarella, c'est une tomate, on va dire, assaisonnée de multiples façons. Donc le ballon, le fameux ballon à la pomme verte de Grand Achatz, encore une fois. Grand Achatz, qui était quand même, pour un chef américain, c'est pas mal. Il était président des Bocuse d'Or cette année, là, Syrah, président d'honneur. Donc, grand respect de la profession. Et donc, un ballon gonflé à l'hélium qui vole, donc comme c'est de l'hélium. Et puis, quand on le mange, du coup, on parle avec une voix débile. Et du coup, ça fait marrer tout le monde à la table. Donc, on participe à cette expérience de nouvelle cuisine. Et puis, en même temps, on mange de la pomme verte. Beaucoup de travail en service au niveau de la transformation des plats. On va servir un bouillon chaud sur une préparation dans laquelle il y a des éléments qui vont se transformer, qui vont fondre sous la chaleur, donc sous l'œil du client. L'assiette évolue. Donc beaucoup de jeux un peu spectaculaires, effectivement, de jeux avec la salle. Dans les innovations, donc on est chez Alex Atala à Sao Paulo, au Brésil, 3 étoiles Michelin aussi, qui est quelqu'un qui va plutôt être sur la piste d'utiliser de nouveaux ingrédients. Pas de nouveaux ingrédients, mais des ingrédients qui n'étaient pas couramment utilisés avant. Donc il va aller dans la forêt amazonienne, récupérer des racines de Priprioca et puis dire mais pourquoi aucun chef n'utilise ça? Donc il va faire un gel de Priprioca, effectivement, qui va avoir un goût qu'on n'a pas l'habitude de déguster parce que c'est des aliments qu'on ne déguste pas d'habitude. Où il va faire ces décalages pour favoriser justement cette surprise qu'on a vu dans les principes de la nouvelle cuisine. Une fourmi déshydratée sur un morceau d'ananas. Ça surprend, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Si on joue le jeu, on le mange. La fourmi a du goût, il y a beaucoup d'acide formique, ça participe à l'assaisonnement de l'ananas. Donc il y a clairement une expérience de dégustation qui est nouvelle, qui peut être provocante, qui peut rappeler notre environnement. Le sorbet flambé, dont on a discuté tout à l'heure, qui crée un peu un effet de questionnement. Qu'est-ce qui se passe? Mon sorbet qui flambe et qui ne fond pas. Une meringue au thé vert plongée dans l'azote liquide. Donc il y a une structure très craquante, puis en même temps qui nous fait cracher de la vapeur, là, qui fait marrer tout le monde aussi quand on le fait à table. Ça, c'est chez Stone Blumenthal, mais il y en a beaucoup qui le font. Une salade grecque. Ça, c'est chez Funky Gourmet, donc 2 chefs qui sont passés par chez Ferran Adrià et qui sont installés à Athènes, 2 Grecs, qui ont ouvert un restaurant qui est numéro 1 à Athènes, donc 2 étoiles Michelin. Et donc voilà leur salade grecque revisitée. C'est-à-dire que, en fait, le principe est simple, hein, c'est juste un jeu de texture. C'est-à-dire qu'on fait une salade grecque, enfin ils font une salade grecque
tout à fait classique avec les 10 ingrédients qu'il y a dans la salade grecque. C'est-à-dire qu'on a l'origan, on a l'huile d'olive, on a le concombre, on a la tomate, on a les capres, on a les... qu'est-ce qui va nous manquer, l'oignon, bref. Et puis, il mixe tout ça. Et une fois que c'est mixé, il la passe à travers un linge pour laisser filtrer la première eau, il jette, et puis il garde la deuxième eau qui est bien concentrée avec tous les principes aromatiques hydrosolubles qu'il y a dans la salade grecque. Et après, ils font un gros glaçon avec ça qu'ils font congeler. Et après, ils le passent au pack-o-jet, qui est une espèce de super mixeur qui va en fait casser la glace, mais de manière très fine, avec une lame qui va rentrer dans le système. Et ça fait en fait une espèce de neige. C'est comme une neige, donc ça a vraiment la texture de la neige. Quand on le voit arriver, c'est un bout de neige. Et on se dit, je vais quand même pas manger ça. Mais on dit, si, parce qu'on sait, on est en confiance, c'est dans un menu dégustation et jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Donc, quand on voit arriver ça, on se dit, ça devrait toujours bien se passer. Et donc, on goûte cette petite neige et là, on a une explosion de saveurs parce que tout à coup, on se dit, mais c'est de la salade grecque ce truc, parce qu'on reconnaît tout, on a tout, l'oignon, les capres, les olives. En une seule petite bouchée, on a tous les arômes d'un seul coup et qui sont en plus qui se dissolvent très bien. Donc, du coup, on a vraiment une expérience de dégustation de la salade grecque qui est assez étonnante. Pour le dessert, voilà, l'aspect un peu dramatique, arrivé en salle avec ce plat qui a l'air de fumer de partout. Et donc on a des feuilles d'oranger avec ce qui semble être des petites oranges dessus. Et tout ça, ça répand une merveilleuse odeur de fleurs d'orange, enfin d'orange, pardon, autour de la table, parce qu'il y a de l'huile essentielle au fond du plat avec un peu de carboglace et un peu d'eau chaude. Donc ça répand une belle odeur qui conditionne à la dégustation de ce plat. Et quand on prend ces oranges à la main, on se rend compte que c'est pas du tout des oranges, que c'est des coques de chocolat blanc travaillées comme des oranges à la surface, et qu'à l'intérieur on a une liqueur de mandarine qui explose en bouche. Et tout ça se passe très bien. On peut jouer sur aussi la surprise. On amène au client un plat comme ça avec une brume, et puis la brume se dissipe, et on va enfin voir ce qu'on va manger. On va manger ici, alors c'est en l'occurrence des choses qui sont présentées sur des cailloux qui permettent éventuellement de maintenir le système chaud, mais on ne va pas manger les cailloux. C'est juste une nouvelle expérience de dégustation. Le plat donc un des plats de Denis Martin avec des structures plus ou moins solides, craquantes, mousseuses, granitées. Il faut le manger pour savoir ce que c'est. Denis Martin encore qui joue beaucoup avec la surprise. Ah oui, je ne l'ai pas cité, il faut citer les chefs quand même. Ça c'est Moto à Chicago. Donc c'est un restaurant qui s'appelle Moto. Denis Martin, voilà. Denis Martin donc avec son sachet qui ressemble à un sachet de cocaïne, qu'il appelle cocaïne, parce que en fait c'est de la poudre de coca avec différents ingrédients qui font que ça pétille en bouche, que ça explose, un peu comme si on était en train de vivre une expérience un peu limite. Et donc il a aussi ce plat, un de ses plats emblématiques qui s'appelle le rien. Donc dans lesquels le client a, donc on a tout le jeu qui va avec. Le client a une assiette avec rien, une cuillère avec rien, et le serveur qui participe beaucoup au processus amène un pichet avec rien et verse délicatement, pour ne pas en mettre à côté, il verse le rien. Et donc et le client, bon appétit. Et évidemment, là aussi, ça arrive dans un menu dégustation, parce que sinon on se sentirait un peu l'arnaque. Mais non, comme c'est le 12e plat sur 25, on se dit que tout va bien se passer, encore une fois. Et effectivement, tout se passe très bien, parce que si on joue le jeu, on prend sa cuillère et puis on la met dans la bouche, même si on passe pour un débile, et elle fait partie du jeu aussi. Et là, on se rend compte qu'on a bien fait, parce que tout à coup, il y a un arôme de tomate extraordinaire qui se dégage, parce que le chef, qui est malin, c'est un malin, Denis Martin, il avait trempé sa cuillère dans l'azote liquide pour la refroidir, puis après il l'avait trempé dans une autre tomate qu'il avait lui-même distillée à partir de tomates fraîches. Il fait ses distillats maison à froid, et dans lequel il avait mis un peu de gélatine, comme ça le système au contact du froid de la cuillère gélifie, donc on a une mince pellicule de gelée d'eau de tomate à la surface de la cuillère, mais qui est translucide, parce que la gélatine fait des gels translucides, et comme la gélatine fond à 35 degrés, du coup quand vous la mettez en bouche, ça fond, et là on a tous les arômes de la tomate dans la bouche, alors qu'on pensait vraiment s'être fait bidonner. Donc bon, tout ça c'est un peu des systèmes extrêmes de grands chefs qui sont tête de file et qui du coup qui jouent un peu un rôle de locomotive pour pousser vers l'innovation. Mais tout ça évidemment, comme la nouvelle cuisine à l'époque, après ça transpire et ça se transmet vers j'allais dire tous les gens qui font de la cuisine. Et typiquement on est dans cette logique aujourd'hui quand on fait comme ici un plat, encore une fois en lycée hôtelier, encore une fois l'ESP de Toulouse, je vais toujours dire lycée hôtelier, mais c'est les professeurs de cuisine, c'est pour ça que je dis lycée hôtelier, dans lesquels on se dit que c'est de la nouvelle cuisine parce qu'on a des cuissons limites, mais des vrais ingrédients qu'on reconnaît, mais on a aussi un jeu de texture. Là, il y a une gelée de carragénane, une gelée de pamplemousse qui empoisonne un tartare de Saint-Jacques. Donc on a à la fois le tartare de Saint-Jacques, on va dire, ça c'est nouvelle cuisine, et puis le fait d'emprisonner ça dans une une fragile gelée de pamplemousse, ou gelée d'agrumes, ça c'est plus nouvelle cuisine, et on a un mélange des deux. Et aujourd'hui c'est ce qui se passe, ou quand vous allez au Futuroscope manger chez Noël Gutrin, qui est le chef de cuisine du Futuroscope, vous avez ce type d'assiette dans lesquelles on a clairement une incorporation des nouvelles cuisines. Parce que là, qu'est-ce que vous voyez, une brochette, c'est de la Saint-Jacques juste snackée. Ah, mais il y a un truc avec, oui, c'est une gelée de poivron rouge.
Donc ça serait une nouvelle cuisine, ou cuisine moléculaire, si on veut l'appeler comme ça. Puis ça serait une nouvelle cuisine. Et puis pareil, ici on a une glace, mais une glace salée. Ici on a une confiture sans sucre, donc c'est épaissi à la xanthane. Ici on a un espuma, donc une mousse de pommes de terre vitelotte. Donc le filet de poisson, il est normal, une nouvelle cuisine, on va dire. Et puis là, on a un truc un peu plus moderne. Donc on a tout ça est incorporé dans le répertoire culinaire. Et du coup, là maintenant, je vais m'arrêter parce que là, je vais vraiment trop déborder. Juste pour vous donner pas mal de travaux dont je n'ai pas parlé, qui sont des travaux d'innovation culinaire. Beaucoup de travail sur le food pairing, c'est-à-dire l'idée d'essayer de comprendre pourquoi certains aliments vont bien avec d'autres, et éventuellement de créer des accords un peu originaux, mais si possible bons. Donc avec pas mal d'investigations scientifiques, ça je vous mets juste la diapo, donc c'est une publication d'Américains qui ont essayé de comprendre justement l'origine de ce food pairing, essayer de comprendre, de rationaliser les accords entre les mets. Pourquoi est-ce que souvent, pourquoi est-ce qu'on dit que le basilic va bien avec la tomate? Est-ce que c'est juste culturellement qu'on a l'habitude de manger du basilic avec de la tomate? Ou est-ce que chimiquement, il y a quelque chose qui rebondit bien physiologiquement entre le basilic et la tomate? La dernière évolution, dont j'ai malheureusement pas le temps de parler dans le détail, que j'ai pas eu le temps de détailler, qui est la nouvelle proposition, notamment, la proposition d'Hervétis, qui est de se dire la gastronomie, la cuisine qu'on appelle moléculaire, a beaucoup joué sur les textures, comme on a pu le voir, pour créer des surprises, pour déconstruire et reconstruire. On peut aller plus loin en déconstruisant et reconstruisant le goût lui-même. Par exemple, si je prends une carotte, plutôt que de simplement, comme le ferait la cuisine dite moléculaire, en faire une mousse de carotte ou une spaghetti de carotte ou un jaune d'œuf qui soit de la carotte, on pourrait déconstruire toutes les molécules une à une, les sortir de la carotte et construire un plat. Alors, en l'occurrence ici, je ne sais pas si c'est de la carotte, mais on pourrait imaginer un plat construit avec des molécules de la carotte dans lesquelles le fructose de la carotte ferait un caramel, les composés aromatiques de la carotte seraient servis dans un granité, on ferait un petit caviar qui serait fait avec d'autres composés aromatiques de la carotte, et on reconstruirait un plat qui ne serait pas de la carotte, mais qui serait une déconstruction de la carotte totale pour une reconstruction toute nouvelle. Vous allez me dire, est-ce que c'est nouveau? Oui, c'est nouveau en termes de cuisine, de plat. Si on réfléchit au bonbon Haribo 1920, c'est un aliment construit à partir de composés moléculaires purs. C'est-à-dire que je prends de la gélatine, différents acides, différents sucres, différents colorants, différents arômes, et je fabrique avec ça quelque chose que je vais manger. Qui peut être, on associe ça à la junk food, mais à tort. On peut faire un ourson complètement bio. On peut faire effectivement avoir que des ingrédients biologiques entre guillemets, et faire un ourson. Donc c'est juste le principe de fabriquer un aliment à partir de composés purifiés. Donc c'est le principe de la cuisine note à note, qui est une sorte de cuisine moléculaire extrême dans laquelle on peut faire une cuisine hybride, de nouveau dans l'idée d'incorporer ça dans un corpus culinaire qui évolue. On peut se dire, mais pourquoi pas faire une viande, donc qui serait normale, on va dire, avec une sauce qui serait la sauce note à note, avec une sauce que j'aurais fabriquée avec du glycérol, de l'acide tartrique, du glucose, un peu de polyphénol et un peu d'alcool, et je fabrique une sauce qui n'est pas faite à partir de vin, mais qui est faite à partir de composés que je trouve dans le vin, du coup sur lesquels je maîtrise beaucoup plus les différents goûts que je mets dedans. Du coup, on peut utiliser beaucoup de molécules pour créer du goût, des molécules qui peuvent être extraits de composés qui existent ou des molécules que je peux synthétiser. Ça c'est juste 6 exemples, mais il y en aurait des milliers d'exemples de molécules qui ont du goût ou une saveur, une saveur en l'occurrence trigéminale, piperine qui donne du piquant au plat, donc on peut ajouter du piquant au plat si je veux. Et évidemment, tout ça, et ça c'est ma conclusion, pour dire, et qu'un peu pour revenir à l'idée d'Escoffier, pour faire vivre la cuisine, il faut la faire évoluer, et donc pas avoir peur de l'avenir, on va dire, de ce qu'on fait, de la nouveauté, pardon. Et j'aime bien cette légende, effectivement, il y a quelque chose qui tourne pas rond, notre air est pur, notre eau est pure, on fait plein d'exercices et tout ce qu'on mange est bio, pourtant on meurt à 30 ans, qui permet de relativiser un peu, de se dire, voilà, il ne faut pas avoir peur de la nouveauté, il faut dire qu'aujourd'hui, on mange quand même infiniment plus sainement qu'avant, et que c'est vrai qu'il y a des problèmes, il ne faut pas les occulter, il ne faut pas se cacher, voiler la face ou se cacher les yeux par rapport à des problématiques importantes comme les OGM, les pesticides et compagnie, mais sans pour autant devenir complètement néophobe et pas non plus s'accrocher, comme le font de point de vue artistique certaines personnes qui vont dire que cette cuisine-là c'est vraiment n'importe quoi parce que quand même rien ne vaut un bon cassoulet. Il faut quand même leur rappeler que le cassoulet il n'a pas toujours existé, il y a bien un moment et quelqu'un a créé le cassoulet, en tout cas dans l'histoire de la cuisine il a émergé ce cassoulet. Donc là il y a des choses qui émergent, des choses pas intéressantes qui disparaîtront, des choses intéressantes qui resteront et tant mieux, et c'est comme ça que la cuisine évolue. Et je termine en donnant le dernier mot à Brillat Savarin. À tout seigneur, tout honneur, il a eu le premier mot, il aura le dernier. La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le genre humain que la découverte d'une étoile. Encore une fois, je vais pas m'attirer la sympathie des astrophysiciens, mais j'y suis pour rien, c'est Brillat Savarin, c'est pas moi, et donc je vous remercie pour votre attention.
Il y en a qui sont venus avec des images d'espèces magnifiques ou de paysages magnifiques. Moi, je suis venu avec un œuf, ce que vous voyez au milieu. Et alors, cet œuf va nous préoccuper dans le propos qui va suivre. Je travaille au Muséum national d'histoire naturelle, donc c'est un environnement un peu particulier. D'origine, je suis épigénéticien. C'est-à-dire je fais de l'épigénétique. Alors, c'est la science qui essaie de comprendre comment l'environnement, et donc notamment l'alimentation, influence l'expression de nos gènes. À côté de ça, il se trouve que je m'intéresse aussi beaucoup à la physico-chimie de l'alimentation, à savoir comment est-ce que les composés sont transformés, qu'est-ce qui se passe quand on cuisine, qu'est-ce qui se passe quand on mange, la physiologie du goût, évidemment. Et à ce titre-là, donc, je suis responsable de la formation scientifique des profs de cuisine, notamment. Donc le propos qui va suivre va être sur la partie cuisine, et pas sur la partie épigénétique, je vous rassure tout de suite. Ça, c'est l'environnement un peu privilégié qu'on a au muséum, c'est grosso modo la vue de la fenêtre du labo. Alors, vous pouvez avoir l'impression que ce sont des flamants roses, mais pas du tout. En fait, ce sont des flamants rouges. C'est une autre espèce, c'est les flamants des Caraïbes. C'est assez facile de les distinguer parce que les flamants roses, en général, ils sont roses. Tandis que les flamants rouges, comme vous voyez, en fait, ils sont très, très roses. Et c'est comme ça qu'on peut les distinguer. Alors, c'est joli comme image, mais ce dont on ne se rend pas compte sur la photo, c'est que c'est des bêtes qui pataugent un peu, qui laissent un peu traîner les bouts de crustacés qu'on leur donne à manger. Donc, franchement, des fois, ça pue. Et ce qui pose un problème, et quand ça pue vraiment trop, en fait, j'en arrive à imaginer des solutions. Alors, je trouvais une recette de flamand. Donc ça, c'est une recette d'Apicius. Apicius, c'est un noble qui a vécu grosso modo de moins 30 à plus 30 avant après Jésus-Christ, donc sous les empereurs, notamment Tibère. Et donc, il y a des écrits, alors que maintenant, on sait que c'est pas de lui, mais bon, on les associe à lui, ou à sa cour, en tout cas. Donc, cette magnifique recette, dépouillez le flamand, lavez-le, parez-le, mettez-le dans une cocotte, ajoutez de l'eau, du sel, de la nette, un peu de vinaigre, à mi-cuisson, liez un bouquet de poireaux et de coriandre pour le faire cuire. Quand la cuisson sera presque terminée, ajoutez du livre pour colorer, mettez dans la mortier du poivre, du cumin, de la coriandre, de la racine de laser, de l'amande, de la rue, tritouillez, mouillez de vinaigre, ajoutez des acriotes, arrosez de jus de caisson, versez dans la cocotte et liez à la fécule. Pour tout ça, c'est de la recette, c'est de la recette. Il y a juste le défritome qui peut vous poser une question. En fait, c'est du mou de raisin. Donc, si on analyse un peu plus calmement la recette, on voit qu'en fait, on prend une volaille, on la plume, on met une garniture aromatique, on la fait chauffer dans une cocotte, et puis à la fin, on rectifie l'assaisonnement et on lit la sauce. C'est un coq au vin, quoi. C'est ce qu'on fait tout le temps. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ça c'était il y a 2000 ans. Donc, aujourd'hui, fondamentalement, la cuisine n'a pas évolué, hein. Alors, elle a évolué en surface. Sur les assaisonnements, il y a quelques idées, et on va revenir sur quelques idées un peu nouvelles qu'on peut avoir. Mais dans ses fondamentaux, la cuisine n'a pas évolué. Qu'est-ce que c'est que la cuisine? Alors on trouve dans différentes définitions. C'est l'activité qui consiste à préparer les repas, ou plus prosaïquement l'art de transformer les mets. Voilà. Et si possible de les rendre agréables au goût. Parce qu'une bonne cuisine, qu'est-ce que ça va être? Une bonne cuisine, ça va être une cuisine qui va être bonne pour les sens, bonne au niveau du goût. Tout ça est très culturel, bonne pour la santé si possible, bonne pour le corps, et maintenant de plus en plus on a conscience du fait qu'elle doit aussi être bonne pour l'environnement, ce qui n'est pas forcément évident. Et du coup évidemment pour atteindre cette excellence dans cette cuisine qui doit être bonne sur tout un tas de tableaux, on a besoin d'une connaissance. Et ça, Brillat-Savarin, avant d'être un fromage à pâte grasse, c'était un juriste en l'occurrence. Jean-Antoine Brillat-Savarin, dans son ouvrage le plus célèbre, hein, La physiologie du goût, 1825, nous dit que la gastronomie, c'est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Et dans cette connaissance, elle a un but. Cette connaissance a un but, veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. Donc c'est vraiment ça qui va nous préoccuper, comment atteindre cette meilleure nourriture possible. Et Brillat-Savarin, d'ailleurs, dans son livre, dans son ouvrage, continue de développer, il dit, pour ça, on va avoir besoin de connaissances en physique, de connaissances en chimie, de connaissances en biologie, de connaissances en physiologie. Donc c'est un peu ces connaissances qu'on va très rapidement décortiquer ensemble. Pour ça, je vais faire quelque chose d'extrêmement complexe. Je vais casser un œuf, enfin blanc, que je vais mettre là, voilà, paf. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouetter un blanc d'œuf. Alors, un blanc d'œuf, vous allez voir que ça ne va pas être très très évolué au niveau cuisine, hein, ce que je vais vous faire. Mais donc fouetter un blanc d'œuf, ça consiste à fouetter de l'eau, parce qu'un blanc d'œuf, c'est de l'eau et des protéines. Et évidemment, si c'était juste de l'eau, je ne le ferais pas, parce que ce serait un peu con. Mais là, il se passe quelque chose, parce que donc il y a des protéines. Donc déjà, sans être un grand chimiste, on sait que s'il se passe quelque chose, c'est grâce aux protéines. Et en l'occurrence, les protéines, alors bon là, quand je suis en train de fouetter, qu'est-ce qui se passe? Les protéines, c'est des protéines globulaires, donc c'est des chaînes d'acides aminés. Dans les acides aminés, il y a des acides aminés hydrophobes, hydrophiles. Bon là, normalement, ils sont en pelote, mais là, en fouettant, les pelotes, elles se débobinent. Et comme elles se débobinent, les acides aminés hydrophobes,
Ils ne sont pas contents d'un point de vue énergétique parce que normalement ils étaient cachés au milieu de la protéine globulaire, mais là ils sont exposés à l'eau et comme ils sont exposés à l'eau, ils essaient de se réfugier. Mais quand en même temps je leur propose des bulles d'air que je fais rentrer dans ma mousse, du coup ils vont se mettre autour des bulles d'air et du coup toutes mes bulles d'air se retrouvent recouvertes de protéines. Et ça on n'y pense pas toujours quand on parle des blancs en neige, mais c'est quelque chose qui est fondamental pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est important quand on fouette un blanc ou pas. Il y a des différentes choses en cuisine. Ça on vous dit des trucs qu'il faut surtout pas faire. Par exemple, il faut surtout pas s'arrêter de fouetter quand vous fouettez un blanc en neige, parce que sinon ça peut poser problème. Ça c'est un truc qui est important. Mais sinon, non, plus sérieusement, pour vérifier que si ça marche, normalement quand on retourne le bol, il tient. D'accord? Donc ça c'est c'est que c'est réussi. Merci, c'est juste un blanc fouetté. Hein. Et alors si vous retournez et que ça tombe, ça c'est le signe qu'il faut recommencer. Quoi. C'est pas... donc ça marche bien. Ça marche bien. Alors évidemment, il y a plein de trucs et astuces qu'on va trouver. On vous dit par exemple, des fois, il faut mettre du sel. Alors le sel, ça rajoute des ions, effectivement, notamment des ions sodium. Effectivement, les ions, c'est des ions positifs, Na+, donc ça facilite le débobinage et l'interaction des protéines après pour entourer les bulles d'air. Bon. Un jus de citron, pareil, c'est des protons, le jus de citron c'est H+, donc ça va faciliter le débobinage et l'interaction des protéines. Sauf que le jus de citron, le problème c'est qu'il y a un peu de gras dedans, parce que dans un jus de citron, il y a un peu de lipides. On a tendance à l'oublier, c'est que des fois, ça a plutôt tendance à foirer. Donc en fait, je vais vous montrer un truc encore un coup plus extrême, mais ça c'est vraiment une petite astuce de cuisinier que je vais vous montrer, parce que je suis quand même là pour vous montrer des petits trucs. Bon ça, cette mousse, je la jette, et je vais en refaire une autre, mais vous allez voir, c'est un peu la mousse de l'extrême. Ah ben voilà, c'est la mousse de l'extrême. C'est-à-dire qu'essayer de casser un œuf sur une table avec un amortisseur, c'était le petit challenge. Voilà, donc je mets mon blanc. Et alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre de jus de citron, mais je vais mettre la substance du jus de citron qui, normalement, est censé remplir son rôle, c'est-à-dire vous avez de l'acide citrique. Parce que l'acide citrique, c'est que ça qui fournit l'acidité, les protons H+, dans le citron, et qui va permettre d'apporter son rôle, faciliter l'interaction des protéines. Donc un peu d'acide citrique. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va pas mettre du sel, on va mettre du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, dedans, en fait, c'est bicarbonate de sodium, donc Na+, donc c'est comme du sel, donc il y a des ions. Jusque-là, tout va bien. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on va bénéficier d'un troisième effet. C'est-à-dire que quand on met ensemble, et ça je vais vous le montrer d'abord dans le verre, quand on met ensemble un acide, comme l'acide citrique, donc il faut être costaud, non, c'est parce que c'est pas le bon côté, quand on met ensemble un acide et une base, en milieu, vous êtes des grands chimistes, en milieu aqueux, ça mousse. Donc, c'est génial, effectivement, parce que du coup, quand je vais mettre mon acide citrique et mon bicarbonate de soude dans mon blanc d'œuf, non seulement ça va acidifier, apporter des protons H+, et des ions sodium et Na+, donc ça va être bien, mais en plus, ça va faire des bulles d'air. Donc ça va me faciliter la prise de mousse. Donc je mets un peu de bicarbonate, je mets un peu d'acide citrique, voilà, je mélange gentiment, et là je fouette, et là je compte, allez, 1, 2, 3, 4, 5, et voilà, c'est pris. Alors je peux la serrer un peu, et ça permet de faire un blanc d'œuf en 5 secondes au lieu d'une minute. C'est pas enseigné à l'école hôtelière parce que le truc c'est que ça laisse vraiment un goût dégueulasse quoi. Mais ça, non. Par contre ça marche. Mais dans d'autres cas de figure, il y a des trucs qui marchent, hein, qui sont utiles. Hein. Il y a pas de. C'était juste un exemple. Alors, il y a d'autres mousses parce que là effectivement, alors il y a des trucs qui sont vraiment évités. Je vous l'ai dit, le jus de citron, attention, il y a un peu de gras dedans. Même chose pour le petit coup de jaune d'œuf qu'on laisse traîner. Hein. Vous savez que ça fait des mousses qui sont un peu fragiles. Parce que justement, comme vous avez compris ce que je vous ai expliqué, comme c'est une histoire de protéines qui viennent interagir autour des bulles d'air qui en fait jouent un rôle de tensioactif, si je leur donne un peu de gras, ils vont aussi, les mêmes protéines vont tenter d'émulsionner le gras. Donc en fait, elles vont être en compétition, il va y avoir une compétition entre l'air et le gras. Donc quand il y a du gras qui traîne dans un blanc d'œuf, ça fait des mousses vraiment pas efficaces, des mousses fragiles. Et c'est pour ça qu'il faut absolument éviter la chose. Donc surtout pas de traces de jaune d'œuf, pas travailler avec un saladier dans lequel on a fait une vinaigrette avant, ce qui reste toujours un peu de gras et c'est une catastrophe. Bref, ça c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ça. Du coup, il y a un truc qui est incompréhensible, c'est une autre sorte de mousse. C'est la chantilly. Quand je prends de la crème et que je la fouette, ce que je fais là. Alors là, je l'ai mise dans un bol que j'ai posé sur de l'eau avec un peu de glace parce qu'il y a un truc qui peut faire foirer la chantilly, c'est quand on travaille dans une pièce un peu chaude, mais donc là je suis en confiance. Et le fait est que quand on... Bon, alors du coup ça met de l'eau partout, c'est pas grave, je vais en bazarder un peu là-dedans, là voilà. Tac, encore un peu, hop. Quand on fouette, donc là je suis sur la glace,
que je n'ai absolument pas fait pour les blancs d'œufs, parce que là, on sent bien que... Alors, le lait, ça mousse, hein. Pour faire des cappuccinos, ça marche bien, parce que, de la même raison, dans le lait, il y a des caséines, donc c'est des protéines, donc elles ont un rôle de tensioactif, donc le lait, ça mousse. Mais ça fait une mousse fragile, parce qu'il y a du gras dans le lait. Donc là, évidemment, dans la crème, il y a tellement de gras, vous pouvez fouetter de la crème comme vous voulez à température ambiante, vous allez faire du beurre, pas de la chantilly. On sait bien que pour faire une chantilly, il faut travailler très froid. Alors là, c'est ce que je fais, je fouette en travaillant très froid, puisque j'ai posé mon bol sur de la glace fondante, en fait. Et donc, ce qui va se passer n'a rien à voir avec les tensioactifs. Les tensioactifs, ils n'ont pas grand rôle là-dedans. Ce qui va se passer, c'est en fait une mousse physique, c'est-à-dire que ma crème va cristalliser, le gras va cristalliser, et en cristallisant, il devient de plus en plus rigide. Et en devenant de plus en plus rigide, d'une certaine manière, il empêche les bulles d'air de sortir. Et donc, j'ai une mousse, mais cette fois-ci un peu plus qu'on pourrait considérer comme une mousse physique. Si vous voulez, le blanc d'œuf, c'est une mousse chimique, parce que c'est l'interaction chimique entre les protéines qui font que les bulles d'air recouvrent de tensioactifs. Et là, c'est une mousse qui tient du fait que la matière grasse a cristallisé, donc on est beaucoup plus proche d'un phénomène physique. Alors là, quand c'est un peu abusif d'appeler ça chantilly, en fait, elle n'est pas très sucrée parce que j'ai pas mis de sucre. Mais donc avec du sucre, ça s'appellerait une chantilly. Mais c'est clair qu'avec un système comme ça, on peut faire des choses intéressantes. Alors on peut faire ça, par exemple. C'est à peu près ce que je viens de faire, mais en plus sophistiqué. Et évidemment, ça, c'est assez sympathique, ce type de texture, mais l'idée, c'était quand même d'un peu d'innover aussi, éventuellement. Des fois, il faut que tu ne pas grand-chose, mais regardez, si là, j'ai de la chantilly, là. Puis là, j'ai ma mousse de blanc d'œuf. Bon, celle-là, c'est la dégueulasse, mais c'est juste pour vous montrer. Et si je mélange les deux, en fait, j'ai une mousse, une sorte de chantilly allégée, comme une chantilly de thalassothérapie. C'est vraiment très... Bon, alors on peut aussi la détendre avec un sabayon, on peut faire plein de choses. Bah là, par exemple, voilà, c'est une chantilly salée. Alors, c'est pas une chantilly, mais c'est une crème fouettée, salée, avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive, on peut la rajouter facilement, parce que c'est du gras. Le gras dans le gras, ça s'émulsionne très bien, donc tout va bien. Celle-là, en l'occurrence, je l'ai faite au siphon. Alors, au siphon, c'est-à-dire que c'est les bouteilles, vous savez, sous pression. On met le liquide qu'on veut faire mousser, on injecte une cartouche de protoxyde d'azote. C'est un additif qui s'appelle E950. Sur les bombes de chantilly que vous achetez dans le commerce, c'est marqué E950. C'est du protoxyde d'azote. C'est gaz hilarant, en fait. C'est ce qu'on vous met pour vous reboîter une épaule, quand vous êtes déboîté une épaule, un truc comme ça à l'hôpital, on met un masque, c'est avec du protoxyde d'azote. Je suspecte que c'est aussi pour ça que les chantilly ont du succès. Là, donc, chantilly salé, c'est pas très innovant, c'est une crème fouettée à l'huile d'olive, tout va bien. Alors après, on est obligé de réfléchir un peu plus. Ça, c'est ce qu'on avait fait avec le lycée hôtelier de Marseille, en l'occurrence. On voulait faire une mousse d'huile d'olive, mais chaude. Alors là, il y a une catastrophe, parce que si on fait une mousse d'huile d'olive, puis qu'on met des artichauts barigoules dessous, dessus, les artichauts vont faire fondre la matière grasse, et du coup, ça va pisser de partout, ça va être horrible, et puis on voulait envoyer ça, on avait 80 couverts à servir ce soir-là, c'était pas possible. Donc il a fallu trouver une manière d'avoir une mousse qui tient. Et donc là, il faut réfléchir un peu à la physique. Il faut se dire, alors, qu'est-ce qui peut tenir dans l'histoire? Qu'est-ce qui se passe quand on cuit? Coagulation, si j'ajoute des protéines de blanc d'œuf dans ma mousse, du coup, si je la fais coaguler dans un siphon à 65 degrés au bain-marie, ça va marcher, vous voyez? Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a mis du blanc d'œuf, on a mis dans un siphon au bain-marie pendant 1 heure, et puis quand on sort, la mousse qui sort, et ça fait une mousse chaude qui tient très bien, puisqu'en fait, elle tient non pas grâce à la cristallisation de la matière grasse, mais elle tient grâce au fait que les protéines ont coagulé. Donc ça fait un peu comme un soufflé. Sur un soufflé, je prends des blancs d'œufs, je mets dedans n'importe quoi, mes jaunes d'œufs avec mon grand marnier, je passe ça au four, ça monte, ça coagule et ça tient. C'est extrêmement robuste la cuisine. D'ailleurs, une petite anecdote, c'est qu'on avait fait pour un tournage, pour M6, on avait demandé de montrer qu'est-ce qui était important dans un soufflé. Donc toujours dans ces cas-là, on commence par les soufflés qui marchent bien. Donc j'avais bien travaillé, fait des soufflés qui montent. Le caméraman était super content, il avait du temps, tout ce qu'il voulait pour filmer le soufflé, ça retombait absolument pas. Puis après on a dit, maintenant on va faire le soufflé qui rate. Donc on a fait un peu n'importe quoi, on a mélangé n'importe comment, on a ouvert la porte du four 4 fois, etc. Et c'était un drame parce que j'ai jamais réussi à rater, quoi. Et à chaque fois on sortait le soufflé, le caméraman était là, alors ça retombe pas. Alors on recommençait, je dis mais attends là je vais vraiment rater. Et en fait on n'a pas réussi à rater. Donc on a triché un peu pour l'émission. Mais comme quoi des fois c'est difficile de rater, en fait. Ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mousse, d'ailleurs mousse au chocolat. Dans un blanc d'œuf comme ça, vous mettez du chocolat, vous mettez au frigo, ça vous fait une mousse au chocolat. Si vous êtes végétalien ou vegan, comme on dit, vous avez compris que ce qui est important, c'est de fouetter un truc avec des protéines dedans. Et un jus de pois chiche, c'est ce qu'on fait, ce qu'on appelle l'aquafaba, un jus de pois chiche qui a plein de protéines. On fouette le jus de pois chiche, on met du chocolat fondu, on met au frigo, ça fait une mousse au chocolat, alors qui a un goût de pois chiche, hein. Mais quand on veut, on s'habitue à tout. Et ça, c'est une mousse c'est de la mousse de gélatine.
Alors, mousse de gélatine, c'est une protéine. Donc je mets de la gélatine dans là c'est une mangue. Donc j'ai fait un coulis de mangue, un peu de sucre, gélatine, on fouette, ça mousse. Bon, ça fait un peu fragile. Donc là, c'est plutôt passé au siphon, c'est plus costaud. Donc on met le jus dans le siphon, tac, on monte en pression, chut, hop. Et puis ça fait vraiment comme une texture non grasse, hein, c'est juste un peu de gélatine et coulis de mangue. Vraiment comme une texture de mousse à raser, mais beaucoup plus sympa en bouche. Et ça fait un truc qui est vraiment qui est pratique pour faire des belles mousses. Alors évidemment, quand on pense à la science, tout de suite, on dirait truc de cuisine moléculaire. Et c'est vrai qu'en même temps qu'est apparue cette volonté de comprendre ce qui se passe en cuisine avec la science, il est aussi apparu un certain nombre de jeux autour de cuisine un peu extrême. Bon, là, notamment, c'est des filaments de chocolat passés à l'azote liquide, donc moins 200 degrés. Devant le client, c'est sympa, ça fait du spectacle, ça fait de la vapeur partout, ça croque. Bon, à la maison, il faut mieux éviter parce qu'on peut perdre des doigts. Mais c'est vrai, alors, c'est sympa en restauration. Alors, c'est pareil, ce qui a été à la mode, c'est tous les gélifiants. Alors, carragénane, alginate. Donc là, c'est des spaghettis de fraises. C'est-à-dire que c'est un jus de fraises gélifié avec des carragénanes et puis des espèces d'œufs, mais d'œufs de curaçao. Le curaçao, ça fait pas d'œufs, mais là, c'est un espèce de caviar. Et avec de l'alginate. Alors ça, bon, c'est naturel, alginate, carragénane, c'est extrait d'algues, mais aujourd'hui, c'est carrément ringard, ce genre de truc. Alors évidemment, on n'a pas besoin de gélifiant, hein. Regardez ici, c'est juste des pectines naturelles. Vous faites une compote de pomme cassis, ici compote de pommes, vous l'étalez, vous mettez au four 60 degrés, faites sécher, et vous sortez ce qu'on appelle un cuir de fruits. Et ça, pas besoin d'astuces, d'additifs ou quoi que ce soit, ça marche très bien, et les enfants adorent ça. Si vous avez du chocolat, ben vous détournez la recette, vous achetez de la pectine, de fruits, puis vous la mettez dans du chocolat fondu, vous faites sécher, vous avez un cuir de chocolat. Après, vous taillez un vêtement, une veste, des chaussures, tout ce que vous voulez. Et ça marche super bien, c'est un peu gras au contact de la peau, mais ça marche bien. Alors, il n'y a pas que la physique et la biologie. Il y a aussi, au contraire, il n'y a pas que la physique et la chimie, il y a la biologie. Là, c'est la biologie qui a bossé. Dans ce pain au chocolat, ou cette chocolatine, sur l'endroit d'où vous venez, il y a des alvéoles. Les alvéoles qui sont la signature d'une activité levurienne, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle une pâte levée feuilletée, c'est-à-dire qu'on a fait comme du pain, mais qu'on a feuilleté en plus. Ce qui fait qu'en fait, les levures, en faisant la fermentation, font des alvéoles qui après se gonflent de vapeur d'eau à la cuisson, et ça fait ces magnifiques schémas qui sont vraiment dus à la biologie, à la microbiologie qui a bossé dans ce système. C'est merveilleux. Ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode, ce sont des grains de kéfir. Grains de kéfir, là, c'est des petits grains, ça ressemble à de la semoule, mais en fait, à l'intérieur, c'est des dizaines de bactéries et de levures. Quand on les met dans de l'eau avec un peu de sucre, ça fermente, ça fait des boissons sympas. Il y a de plus en plus de chefs qui commencent à jouer avec ça parce qu'ils ont compris qu'on pouvait développer des goûts intéressants. On peut le servir dans des jus, on peut faire réduire, on peut faire des tas de choses. Donc ça, c'est vraiment des pistes d'innovation. Alors, en parlant d'innovation, il faut vraiment se débrider par rapport à ça. De nouveau, Brillat-Savarin nous encourage à innover. La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le genre humain que la découverte d'une étoile, c'est quand même pas rien. Et j'ai rien contre les astrophysiciens, hein, mais c'est juste pour se motiver un peu. Et évidemment, on va se dire, mais quelle est la stratégie à adopter pour ça? Et Edison nous l'a donné, la stratégie. Pour avoir une bonne idée, il suffit d'avoir plein d'idées. Et en cuisine, ça marche bien. Et pour ça, il faut vraiment désacraliser la cuisine. C'est-à-dire que dans Ratatouille, Rémi donc, nous dit que tout le monde peut cuisiner. Et je pense que c'est important d'aller plus loin que ce rat. Et de se dire que ce qui est important, c'est pas seulement de pouvoir, mais c'est de le faire. C'est-à-dire que dans un monde où on se plaint tout le temps que l'industrie agroalimentaire nous empoisonne, que les aliments ultra transformés sont pas bons pour la santé, la meilleure manière de maîtriser totalement son alimentation, et donc si possible son bien-être, c'est de travailler les produits bruts et les transformer soi-même. Donc c'est pas seulement tout le monde peut cuisiner, c'est tout le monde doit cuisiner. Merci.